Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Ravi de vous accueillir à ce webinaire consacré à la détresse des adolescents. Nous proposons cette formule en ligne depuis maintenant quelques mois et nous constatons un réel intérêt. Nous comptons d'ailleurs plus de 700 inscriptions pour ce soir. Au programme, une intervention de M. Bruno Hunbeek pour y voir plus clair sur notre rôle de parents, grands-parents, professionnels de la santé, enseignants, afin de faire face ensemble, à la maison comme à l'école, à la détresse de nos ados en cette période de crise sanitaire plus particulièrement. M. Hunbeek n'est plus à présenter, mais tout de même en quelques mots, il est psychopédagogue, docteur en sciences de l'éducation, auteur de nombreux ouvrages et professeur à l'Université de Mons. Il est spécialiste de la résilience et travaille quotidiennement sur les relations familiales, les relations famille-école, la prévention des violences scolaires et le harcèlement. Il s'interroge depuis le début très concrètement sur la façon dont nous traversons cette pandémie et est d'ailleurs auteur des ouvrages dont Les leçons de la pandémie ou réinventer l'école, ou encore Pédagogie 12 en période de confinement, ou Liberté confisquée sortie dernièrement. Nous l'accueillons en direct de chez lui. Bonsoir, Monsieur Hunbeek. Bonsoir. Monsieur Hunbeek sera accompagné durant cette soirée de Stéphanie Attert, chargée de projet en promotion de la santé à l'AMC et référente santé à Verviers-Eupen. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites précisions techniques. La présentation va durer environ 1 heure et sera suivie d'un temps de questions-réponses. Pour ce faire, je vous invite à poser vos questions tout au long de la présentation via le chat en cliquant sur l'icône en haut à droite de votre écran. Certains ont déjà commencé à participer d'ailleurs. Monsieur Hunbeek tâchera d'y répondre après son intervention. Sachez que vous avez la possibilité de mettre sur pause, de revenir en arrière ou d'avancer via la réglette en bas de votre écran. Voilà, je cède. L'enregistrement de cette soirée sera également disponible dès demain en suivant le même lien que celui-ci. Cela vous permettra de visualiser en entier si ce n'est pas possible pour vous ce soir. Je cède maintenant la parole à Stéphanie et à Monsieur Hunbeek et je vous souhaite une agréable conférence. Eh bien, de nouveau, bonsoir à tous. Et alors, je vous propose ici en petite introduction à notre conférence de ce soir sur la détresse des adolescents, une petite vidéo que j'ai trouvée aujourd'hui. Donc, c'est une surprise pour vous, mais c'est aussi une surprise pour notre orateur, M. Hunbeek. Une vidéo que j'ai trouvée sur le site, en préparant cette conférence, sur le site Yapaka, qui a été tournée par Noé et qui a interrogé quelques-uns de ses amis adolescents. J'ai trouvé pertinent vraiment de pouvoir la diffuser en introduction de cette conférence. Voilà, je vous laisse dans les mains de ces ados qui nous parlent de leur détresse. On va la relancer avec le son. Il n'y a pas le son. Non. Ok, excusez-moi. Alors, on va recommencer le partage. Pourtant, j'avais bien mis inclure le son, mais on va recommencer. Alors, je suis désolée. Je recommence la manœuvre. Inclure l'audio que j'avais fait pourtant. Remettre Noé qui parle au début. 1 sur 3, c'est le nombre de jeunes en détresse psychologique. C'est bon? Pour certains, on parle aussi de dépression, de décrochage scolaire, voire même de pensée suicidaire. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on en parle dans les médias, mais on n'a pas vraiment laissé les principaux concernés s'exprimer. On ne leur a pas vraiment donné la parole. Alors j'ai été voir des amis, je les ai filmés, et je leur ai demandé de me livrer leur ressenti sur cette période complètement inédite. Voici leur témoignage. Enfin, c'est comme si c'était caché le fait de se sentir mal par rapport à ça, comme si personne ne voulait se l'avouer et que si on n'en parle pas, eh ben, on n'a pas le droit d'être mal et que donc il faut tous faire semblant d'aller bien alors que au fur et à mesure du temps on commence à sentir cette douleur et cette souffrance et on ne peut plus la cacher et on commence à en souffrir. Les gens oublient la fragilité mentale des jeunes parce l'adolescence, c'est une période où tout change, tout devient différent d'un coup, on prend de plus en plus de responsabilités. Je me sens frustrée parce que
qu'on est désarmé. Et, on nous dit pas quand ce sera fini, on dit pas, on dit rien. On est enfermé dans un truc et on voit même pas le bout du tunnel, on sait pas combien de temps ça va durer. Et le pire, c'est qu'on est sans rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de ligne du temps où il est mis, voilà, dans 2 mois, vous allez de nouveau passer en présentiel, on est perdu. On est dans le néant, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Ça met plus de place pour réfléchir à des choses auxquelles on n'avait jamais pensé. Alors, il y a d'autres choses. On se dit, tiens, je pourrais commencer à faire ça, ça et ça, mais il y a surtout de mauvaises choses. D'habitude, quand on a des pensées noires, des idées noires, on a nos amis et ça s'en va ou ça se met en arrière-plan. Là, on a des heures et des heures sur lesquelles on pense à ça et même se concentrer sur ses cours, puisqu'on a que ça à faire quand on est seul chez soi. On se déconcentre et on se dit, tiens, et s'il m'arrivait ça, et si jamais c'était plus jamais pareil, et si je pouvais jamais revivre ça. J'ai plus la même perception des moments où je suis toute seule chez moi. J'ai l'impression que je les fuis maintenant ces moments, alors qu'avant j'aimais bien en avoir. Et là, je me dis des jours où on n'a pas école parce que voilà, on a cours la moitié de la semaine. Je suis là, mais non, j'ai pas envie de ne pas avoir cours. J'ai vraiment envie d'y aller et envie à l'école comme ça, j'ai pas à être dans ma solitude chez moi. Ouais, c'est ça, on s'isole et on rumine. Et ruminer, c'est super mauvais. Le moral diminue de plus en plus chez tout le monde, quoi. Il y a des jours où j'ai plus aucune motivation, plus aucune envie de faire quoi que ce soit, juste parce que je me dis profond à quoi ça sert. Surtout ces choses qui arrivent sur nous en plein dans notre gueule et on sait pas du tout, on n'a pas d'outils. Je trouve que les cours en distanciel, enfin tout ce qui s'est passé, ça a eu un grand impact sur moi et je pense sur beaucoup d'autres personnes et j'ai commencé à réaliser tout ce qui se passait. En gros, j'avais l'impression que je vivais plus dans le même monde, que les gens autour de moi n'existaient pas. Et que peu importe ce que je faisais, ça n'avait pas de conséquences sur les gens, vu que ça n'existait pas, et que je faisais plus partie de ce monde-là. Et vraiment, c'était juste un gros toucher le fond, c'était pas très français, mais toucher le fond, quoi. Et avec les cours et le fait que les profs nous assommaient de matière, on se sentait encore plus comme des merdes, et personnellement, ça m'a vraiment enfoncée. Tu peux pas dire non, vous ne pouvez pas ressentir ça. Tu peux pas te mettre à la place de quelqu'un. Si on ressent ça, si on a le droit de le ressentir, c'est pas parce que d'autres vivent pire, vivent mieux. On compare pas. C'est ça qui me met en colère. Arrêtez de croire que vous savez mieux que nous ce qu'on ressent. Chez chacun de nous, on a une flamme là qui est en train de prendre feu, qui est à l'intérieur de nous et qui veut juste exploser et qu'on veut tous la même chose. Rien que la question de l'enseignement, on nous prive de l'enseignement, c'est quand même un droit qu'on a et on nous en prive une semaine sur 2, ce qui n'est pas du tout suffisant pour, par exemple, ceux qui sont dans le degré inférieur des secondaires. Il y a de plus en plus d'élèves en décrochage scolaire et même dans les universités. Donc d'amis à moi qui me disent que ils n'en peuvent plus parce qu'ils sont toute leur journée derrière un écran, enfermés dans leur chambre à écouter un prof en visio et que c'est juste tout sauf motivant. Déjà, quand j'ai commencé à étudier vraiment pour la bloc, j'ai pas vu vraiment de différence entre la bloc et le début de l'année, étant donné que je restais dans ma chambre à étudier, ça changeait pas grand chose. Je suis stressée parce que je sais que j'ai des examens à venir, que j'ai une année de supérieure à préparer pour l'année prochaine, alors que j'ai pas l'occasion d'aller voir des examens, d'aller à des journées portes ouvertes. Je pense qu'il faut aussi parler des profs qui, eux aussi, doivent subir une situation compliquée. Là, personnellement, la chose la plus difficile, c'est que je ressens et tous les jours, c'est ne plus nager, ne plus faire de sport en fait, enfin ne plus faire mon sport. Que j'avais, c'était vraiment un échappatoire que j'avais 2 fois par semaine. Je retrouvais des gens trop bien en plus et j'allais nager et c'était hyper défoulant et j'ai plus le droit de faire ça. Et putain, c'est débile à dire, mais genre je vais tout le temps à la piscine fermée comme ça et je regarde et je me dis putain, c'est genre, je te jure, genre il y a des moments où je deviens folle, j'ai déjà réfléchi à comment je pourrais rentrer par réfraction et tout pour aller nager parce que c'est genre ça devient vital. D'être privé des gens que j'aime, c'est hyper triste. J'ai tellement envie de serrer les gens dans mes bras et même si on se voit en extérieur dans un parc, juste qu'on garde le masque, je peux pas, je suis en manque de contact physique, j'ai besoin de cette étreinte. J'ai besoin d'amour comme n'importe qui. J'aimerais bien qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils voient que ça va pas du tout, que ça peut pas rester comme ça et qu'on leur demande pas forcément de revenir 100% en présentiel, ça serait
peut-être pas très, très bien pour le Covid et tout ça, mais au moins nous laisser l'opportunité d'y aller un jour par semaine, ça pourrait déjà nous remettre les pieds sur terre. C'est la dernière chose qui nous reste à faire, c'est nous exprimer pour dire à quel point on va pas bien et on demande à l'aide, on appelle à l'aide, on demande de l'aide. Ne nous oubliez pas et écoutez-nous. Voilà, Monsieur Humbeck, j'espère que cette petite surprise vous convenait et pourra permettre une belle introduction au discours que vous souhaitez nous faire aujourd'hui. Alors, ma première question peut-être par rapport à cette vidéo. Ici, on a vu des ados du cycle supérieur, hein, je vais dire. Mais vous, quand vous parlez d'adolescents, quel âge, quelle tranche d'âge de quelle tranche d'âge est-ce que vous parlez? Et est-ce qu'il faut faire une différence entre la détresse que pourraient ressentir les adolescents et la détresse des enfants, par exemple? Oui, d'ailleurs, on ne va pas parler de détresse pour les enfants, mais de morosité, hein. Donc, quant à la question de l'âge, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué parce qu'on a ce qu'on appelle les adolescents, c'est-à-dire ceux qui sont pas encore physiologiquement en âge d'être adolescents, mais qui ont déjà des conduites qui sont celles de l'adolescent, hein, le phénomène qu'on connaît sous le nom de phénomène des Lolitas, par exemple, hein, des petites filles qui déjà ont des comportements d'adolescents parce qu'on les fixe dans ce rôle social-là. Et le principe aussi de l'adolescence, hein, c'est-à-dire qu'au-delà de la phase de l'adolescence, ben, ça se poursuit parfois très très longtemps. Mais je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre ce qui est la morosité de l'enfant. Chez l'enfant, il y a une forme de morosité actuellement parce qu'il ne se passe pas assez de choses dans leur vie, tout simplement, mais ça ne produit pas ce qu'on a très très bien entendu dans votre film, cette forme de détresse. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la détresse qui n'est pas... moi, je me refuse à parler de problèmes de santé mentale de l'adolescent. Ce n'est pas un indice de mauvaise santé mentale que de ne pas s'adapter à une situation qui est elle-même fondamentalement anormale, hein. Faire passer, je vais dire comme on l'entend un petit peu trop souvent pour le moment, hein, quand on parle d'adolescents en difficulté par rapport à leur santé mentale, on les fait passer un peu pour des malades ou des gens qui... manifestent des formes de pathologie. On va faire ce soir la différence d'ailleurs entre ce qu'on a entendu chez ces adolescents, c'est-à-dire des états dépressionnaires. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de détresse psychologique très claire, qui s'exprime très très bien d'ailleurs dans le petit film que vous venez de montrer, mais qui n'est pas nécessairement un état pathologique, qui est juste une adaptation compliquée à une situation intenable pour un adolescent. On le voit très très bien dans votre film. Les adolescents, ce sont des personnes, c'est pour ça qu'ils sont plus frappés, beaucoup plus que n'importe quelle catégorie d'âge, et notamment que les enfants, parce qu'ils se nourrissent d'actions et d'interactions pour créer finalement une histoire à propos d'eux-mêmes. Et cette histoire à propos d'eux-mêmes, c'est ce qui va constituer leur identité. C'est pour ça que pour eux, c'est particulièrement difficile quand je vois cette jeune fille qui est prête à rentrer par effraction dans une piscine. Eh bien, c'est l'action qui pour elle est quelque chose de constitutif de son identité. Il y a une phrase magnifique. C'est comme une flamme qui prend feu. Vous imaginez ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas une flamme qui s'éteint, hein. C'est une flamme qui prend feu. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre d'un incendie constant, c'est-à-dire ce besoin d'action, ce besoin d'interaction nouvelle. Ça, c'est quelque chose qui est typique de l'adolescent. Ben, les gens de notre génération ont besoin aussi d'interaction, mais pas d'interaction nouvelle dans lesquelles ils vont construire leur identité. Par exemple, quand on dit à un adolescent, cette année, tu ne rencontreras plus personne de nouveau. On éteint en ce compris son imaginaire amoureux. C'est-à-dire tu ne feras pas de rencontres qui seront susceptibles, à un moment donné, de déboucher sur une histoire qui va te permettre de te constituer dans un état amoureux. Pour des adultes qui ont déjà, alors quand on parle de bulles par exemple, c'est évidemment inaudible pour un adolescent d'entendre parler de bulles, c'est tout à fait audible pour un adulte qui a constitué une bulle et qui est en mesure de s'en satisfaire pour raconter eh bien, le déroulement de son histoire habituelle. Pour un adolescent, il faut au moins que ce soit un îlot. Il faut déjà changer les mots, les façons de parler. Les adolescents veulent bien, et ils le font spontanément, hein, si vous regardez des rencontres spontanées d'adolescents à la Beuverie ou à Louvain-la-Neuve, par exemple, ils ont tendance à se positionner en îlots, c'est-à-dire des petits groupes séparés les uns des autres, mais des petits groupes qui existent à l'intérieur, en fait, de petits îlots qui
pourraient très très bien d'ailleurs être considérés bien comme des manières d'être qui rencontrent les préoccupations sanitaires que l'on a actuellement, c'est-à-dire des îlots qui se constituent, mais qui permettent simplement des interactions renouvelées en permanence, des événements. Ce qui est tragique à entendre, c'est des vies qui se déroulent sans événement. Il faut savoir que pour un adolescent, l'événement, c'est ce qui lui permet de nouveau de raconter une histoire à propos de lui-même, c'est donc ce qui lui permet de construire son identité. Nous sommes en mesure, beaucoup plus facilement qu'eux, de nous passer d'événements, vécus en commun, c'est ça aussi qui est quelque chose de fondateur chez l'adolescent. Il a besoin de vivre collectivement des événements qui se constituent comme des épopées et dans lesquels il a l'opportunité d'être le héros. Un match de foot pour un adolescent, c'est vital. Un match de foot ou n'importe quelle épopée collective. Alors évidemment que parfois, quand ils entendent, et on va en parler certainement ce soir, quand ils entendent des adultes énoncer un nombre de règles, je vais dire à partir d'une posture adulte, et on l'entend, c'est d'ailleurs le sujet du petit film que vous venez de passer, qu'on nous écoute, qu'on se concerte avec nous. Je pense que ça vient tout doucement. Et le petit film que vous avez montré est l'indice de ce frémissement que je vois, qui fait que des personnes de mon âge, obligées de parler à la place des adolescents, c'est pas du tout normal. Ça devrait être un adolescent qui est à ma place. Vous avez constaté, c'est pas compliqué de le faire, que je n'ai plus rien d'un adolescent. Il est donc tout à fait anormal que je sois obligé de prendre une place à un moment donné, mais je vous rassure, elle sera temporaire. Le but du jeu, c'est que ceux qui sont en mesure de parler pour les adolescents prennent la place de ceux qui parlent des adolescents. Parce que c'est vraiment important qu'ils puissent se faire entendre dans ce qu'ils disent de tout à fait raisonnable. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'on a affaire à une génération qui est capable de comprendre les enjeux auxquels on est confronté. Quand vous entendez ce petit panel finalement relativement aléatoire d'adolescents qui s'expriment, eh bien, il y a un sens des responsabilités qui semble tout à fait susceptible d'être maintenu dans une concertation. C'est ça qu'il faut pouvoir entendre. Évidemment, et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs concertations avec des adolescents et même certains qui sont responsables de groupes, je vais dire, adolescents et qui parlent en leur nom. Lorsqu'on leur parle des îlots, c'est beaucoup plus audible pour eux et ils sont capables même de dire attention, les îlots, il faudra tenir compte de l'idée que pendant très longtemps, l'alcool ne pourra pas y avoir sa place. Parce que si l'alcool circule, on ne pourra pas maintenir ces îlots tels qu'ils sont constitués les uns par rapport aux autres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les adolescents eux-mêmes qui le suggèrent et eux-mêmes ont été gênés par un certain nombre d'images qui ont circulé. Vous connaissez comme moi les JT, dès qu'on montre des groupes d'adolescents, on en montre tout l'un ou l'autre avec une canette en train de donner l'impression d'émettre des comportements irresponsables. Il faut donc... Oui, si je vous entends bien, M. Humbeek, vous expliquez ici que le fait que les adolescents n'aient plus la possibilité de vivre des choses, vous parlez notamment des matchs de foot, etc., c'est ce qui provoque leur détresse psychologique et ce que vous préférez appeler, d'après ce que j'ai lu en préparant cette soirée, de l'engourdissement psychique. C'est un terme que vous utilisez vraiment beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, c'est le symptôme, effectivement, de ce qui n'est pas une maladie, mais une adaptation à une situation difficile à vivre. L'engourdissement, c'est un phénomène qu'on trouve d'ailleurs chez les animaux. L'engourdissement, on le retrouve effectivement pendant les périodes d'hiver. C'est une forme d'hibernation consciente, si vous voulez. Ça peut durer un certain temps. Et c'est ce qui a d'ailleurs rendu l'identification du symptôme très compliquée chez les adolescents. Lors du premier confinement, on n'a absolument pas parlé de détresse émotionnelle de l'adolescent et d'ailleurs on en voyait très peu de signaux. On s'est dit de manière tout à fait naturelle, finalement, ne rien faire pour un adolescent, c'est pas tellement problématique. Pouvoir suspendre toute action, toute activité, ça va leur permettre, en gros, de ne rien faire sans que ce soit problématique pour eux. Ils ont d'ailleurs un très joli mot pour parler de cet art de ne rien faire sans que ce soit problématique. Ils appellent ça le glandage. Et on s'est dit, dans le premier confinement, finalement, il suffit de les laisser glander un peu plus longtemps et ça passera. Puis on s'est rendu compte qu'effectivement, ce premier confinement et le deuxième confinement étaient en réalité très, très différents. Le premier confinement, il y a eu, pour tout le monde d'ailleurs, une forme de position antalgique qu'on a pris parce qu'on était sidérés par ce qui nous arrivait. C'était inédit.
Et on était aussi en fin d'année, hein, au moment où on avait déjà construit pas mal de choses, notamment les adolescents. Il y avait une année qui s'était écoulée avec de quoi nourrir finalement leur identité, avec des histoires à raconter à propos d'eux-mêmes. Ce deuxième confinement est arrivé en tout début d'année. Moi, j'ai vu les étudiants rentrer, par exemple, ici à Louvain-la-Neuve, commencer des débuts de micro-fêtes, parce que c'était déjà pas terrible, et puis tout ça stoppé d'un coup. Ça veut dire qu'on a ouvert un tout petit peu la porte et on l'a refermé très vite, avec en plus l'idée qu'ils avaient été irresponsables et que finalement, si le virus avait repris de la vigueur, c'était en grosse partie à cause de leur irresponsabilité. Ils ont été reconfinés et là, on a vu apparaître dans la durée ce phénomène qu'on appelle l'engourdissement, c'est-à-dire cette espèce de léthargie, de perte du tonus vital qui, chez un adolescent, est un symptôme vraiment très difficile à contenir dans la durée. C'est éventuellement susceptible, chez n'importe quel animal d'ailleurs, de se maintenir pendant un hiver, mais pas au-delà de l'hiver. Hein. L'hiver sera long, comme on le dit dans une série, mais on ne savait pas qu'il allait manger à ce point le printemps, voire l'été. Et ce qui aussi était très bien souligné dans votre petit reportage, l'absence de perspective, l'absence de lumière au bout du tunnel, parce qu'on ne parle toujours pas de l'été, on n'ose pas le parler, même quand il y a du soleil comme aujourd'hui, on le vit au présent. On ne le vit pas comme le retour du beau temps qui va nous permettre de faire des projets. Il faut bien comprendre ce mécanisme-là. Nous, adultes, nous vivons beaucoup de nos souvenirs. Et quand on est entre deux âges, on a autant de projets que de souvenirs. Il faut savoir que la partie du cerveau qui construit des projets, c'est celle dans laquelle on conserve nos souvenirs. Ce sont les mêmes zones cérébrales. Et pour une personne âgée, raconter ses souvenirs, c'est exactement les mêmes situations de plaisir que pour un adolescent parler de ses projets. Une personne âgée, effectivement, va diminuer sa tendance à mettre en scène des projets, tout naturellement, parce qu'il aura du plaisir à évoquer son passé, à raconter ce qui s'est passé dans ses souvenirs, en les revisitant régulièrement. Et elle va éprouver du plaisir à le faire. L'engourdissement de l'adolescent correspond au glissement de la personne âgée qu'on a vu là au premier confinement, lorsqu'un certain nombre d'entre elles n'étaient plus en mesure de raconter des histoires relatives à leur passé avec des personnes qui trouvaient ces histoires significatives. Et donc cette absence d'entourage les a amenés finalement à ce symptôme qu'on a identifié dans le premier confinement, qu'on appelle le glissement. L'engourdissement, c'est l'absence de projet chez l'adolescent. C'est le même mécanisme, mais à l'envers, si vous voulez. Et on l'entend très bien dans votre reportage. On n'ose plus faire des projets à court terme. On aura sûrement l'occasion d'en parler parce que c'est aussi un des éléments qui accentue le phénomène, ce sentiment d'être perdu par rapport aux matières scolaires, par rapport à son parcours scolaire. Je ne sais plus où j'en suis. Et les examens, ce qui est présenté, on le verra comme examen ou comme épreuve pour le moment, c'est une appellation qu'on doit, et j'en profite puisque je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants, évitons, et il faut faire terriblement attention aux mots qu'on utilise. Un examen. Justement, Monsieur Mbeek, je voulais passer à la question suivante parce que c'était justement pour rentrer dans le vif du sujet de la conférence d'aujourd'hui et vous parler effectivement de l'école. L'école, j'ai identifié deux points par rapport à l'école, celui de l'apprentissage que vous venez d'aborder et que je vous propose d'ailleurs de continuer parce que je vous ai interrompu. Il y a ce premier enjeu, les apprentissages, il faut rattraper la matière, il faut donner du travail, etc. Et ces jeunes qui disent qu'ils ne comprennent plus rien, qui se demandent où ils en sont, etc. Mais quelque part, il y a aussi le rôle social que l'école doit jouer. Et donc, j'identifiais ces deux rôles-là différents de l'école et j'aurais voulu savoir quelle solution ou quelle proposition vous avez à faire aujourd'hui au secteur éducatif, aux personnes du secteur éducatif qui nous écoutent. Et puis, la question suivante, vous m'avez vu venir, c'est la même chose, mais pour les parents, comme ça, on pourra voir et donner des réponses à toutes les personnes qui nous écoutent et être aujourd'hui. le plus concret possible, parce que ce que vous signalez, c'est effectivement bien ce qui pose problème et qui pose question pour les adolescents. C'est-à-dire cette idée d'apprentissage et là aussi, attention, beaucoup d'utilisent le décrochage scolaire apparent ou vécu ou subjectif d'un grand nombre d'entre eux, qui n'a rien à voir avec le décramponnage scolaire. Il faut vraiment être très attentif à faire la distinction entre les deux. Le décrochage et le décramponnage, ce ne sont pas les mêmes problématiques. Le décrochage ne m'inquiète absolument
pas. Il n'a rien de dangereux. Il est tout à fait normal, lorsque l'école suspend son action, ou le module d'une façon un peu différente, eh bien qu'il y ait des retards collectifs dans les matières. C'est tout à fait normal et ça ne pose pas de souci dans la mesure où c'est un retard global et où il va falloir simplement remettre la machine en route doucement, lentement, en tenant compte du fait que des retards, ça ne se rattrape pas rapidement, ça se résorbe dans la durée. Il n'y a pas, et c'est un mot qu'il faut absolument éviter, de génération sacrifiée. Ça n'a aucun sens d'utiliser ce mot-là. Il y a eu une génération sacrifiée, c'est celle qui a vécu la guerre 14-18, parce que ceux-là, ils sont morts ou ils ont été mutilés. Là, il y a un véritable sacrifice. Par contre, pour la génération que l'on connaît, il y a uniquement une suspension partielle de l'école, et donc il y aura peut-être des retards de matière. Il n'y aura pas des retards d'intelligence. Il faut bien faire la part des choses entre l'un et l'autre. Vous savez, une génération qui a connu la guerre, comme celle qui a connu la guerre 40-45, a la même densité d'imbéciles que toutes les autres générations. Vous ne pouvez pas repérer une génération en signalant qu'elle aurait été sacrifiée parce qu'elle aurait vécu des choses différentes. Le cerveau humain utilise tout ce qui est mis à sa disposition pour penser les choses. Et cette pandémie permet, ça devrait être évoqué par une jeune fille, permet aux adolescents de penser aussi beaucoup de choses et de penser autrement. On verra d'ailleurs que cette génération est une génération qui réfléchit pas mal du tout, d'ailleurs, sur ce qui lui est donné à vivre. Et donc, je n'ai aucun souci sur le décrochage scolaire. J'ai un souci sur le décramponnage scolaire. Ceux qui ont disparu des radars de l'école, ceux qui sont dans l'école, mais qui ne vont plus à l'école, parce qu'ils n'arrivent plus à suivre, ils sont complètement perdus, ils ont vécu le premier confinement avec déjà une première secousse en termes d'apprentissage, ils étaient déjà en retard, quand on a relancé les matières, ils n'ont pas récupéré, et un certain nombre ont complètement disparu des radars de l'école. Ce n'est pas la responsabilité de l'école d'aller les rechercher, c'est la responsabilité des communautés éducatives, de toutes les collectivités, les AMO, les PMS, tous les services qui sont autour de l'école, qui vont devoir se remettre en lien avec les familles pour redonner du sens à l'obligation scolaire, c'est-à-dire l'obligation que l'école se donne de diffuser l'enseignement à chacun, et quand c'est fait de manière numérique, de faire en sorte de garantir que chaque élève ait un contact individuel, numérique, confortable avec l'école. Et ça, ce n'est pas le problème des directeurs d'école, c'est le problème des communautés éducatives que constitue par exemple une commune. Eh ben, c'est le travail pour moi d'un bourgmestre de mettre en place ce qu'on appelle des espaces scolaires numériques. Je regrette qu'il n'ait pas été uniformisé et qu'on ait été dans le royaume de la débrouille où chacun a dû essayer de trouver des petits trucs pour essayer de compenser une fracture numérique qui est tout simplement inadmissible. Un enfant qui n'a accès confortable, il est quand vous réduisez une fracture sur le plan chirurgical, vous faites en sorte qu'elle n'ait plus d'effet. Ce n'est pas le problème de l'école, c'est le problème de toute la communauté éducative. C'est aussi cette obligation scolaire, l'obligation que les familles ont de se mettre en situation de recevoir l'enseignement scolaire. Et là, pour rappeler cette obligation, mais de manière positive, je pense qu'il faut compter sur tous les services, comme les AMO, comme les PMS, comme les CPS même, qui sont en mesure de rester en contact avec ces familles pour remettre en mouvement la scolarité des élèves de manière plus globale. Ça, c'est important qu'il n'y ait pas à un moment donné de décramponnage. Le décrochage scolaire, il est subjectif et on l'entend beaucoup dans le reportage. Ça veut dire que beaucoup d'élèves sont perdus et donc il va falloir, avant de relancer les matières, procéder à des évaluations. C'est indispensable quand vous êtes perdu. Ce dont vous avez besoin, c'est qu'on range avec vous votre niveau de compétence, ce que vous connaissez, parce que les élèves connaissent des choses, mais ils ne savent plus identifier ce qu'ils savent. Les connaissances qu'on appelle les connaissances flottantes, ceux sur lesquels ils font par exemple des erreurs de distraction qui n'existent pas en réalité. En fait, ce sont des surcharges mentales qui font que c'est une connaissance flottante qui doit être exercée, ou les connaissances qui ne sont pas comprises, qu'on va devoir se donner les moyens de te réexpliquer. C'est important qu'on fasse des évaluations, mais qu'elles ne prennent pas le nom d'examen ou d'épreuve. Un examen, c'est un acte
autoritaire qui permet de classer quelqu'un en établissant par rapport à lui un diagnostic, un examen médical par exemple. Évidemment qu'un examen dans l'état actuel de l'état de détresse émotionnelle et l'état aussi de perte de repères des adolescents, c'est vécu comme quelque chose de très difficile à supporter, si c'est disqualifiant ou si c'est à un moment donné quelque chose qui va permettre de le classer, notamment en qualifiant ou en disqualifiant. Et le mot épreuve est aussi dangereux. Une épreuve, étymologiquement, c'est quelque chose qui va créer de la souffrance. Donc vous imaginez si on présente des examens sous forme d'épreuves, c'est-à-dire des manières de te qualifier, de te disqualifier, qui prendront chez toi l'aspect de quelque chose qui te fera souffrir. C'est pas supportable. Par contre, une évaluation, bilan, pour faire le point. Ça, ils sont demandeurs qu'il y ait des évaluations qu'on appelle techniquement des évaluations formatives, diagnostiques, qui permettent de faire l'état de tes connaissances, de faire un bilan pour savoir où tu en es, et le faire éventuellement avec les parents, qui doivent réapprendre à lire les bulletins autrement, c'est-à-dire pas les bulletins lus comme des examens ou comme des épreuves, tu as bien ou tu n'as pas bien travaillé, tu es qualifié ou disqualifié, mais où tu en es et comment on va se donner ensemble les moyens de relancer la machine. Parce que ce qu'il faudra faire, c'est relancer la machine pour tous, mais aussi en se préoccupant du rythme de chacun. Où est-ce que tu en es? Alors pour tous, ce n'est pas un problème. Que même dans les années charnières, la 6e primaire, etc., il y a eu des retards de matière. Les enseignants de secondaire le savent, le devinent, et vont reprendre la matière un peu plus lentement, un peu plus bas. Ce ne sera pas du tout un souci. C'est comme ça que tout ça va se métaboliser sans trop grosses difficultés. Ce qui est plus compliqué, ce sont les retards individuels à l'intérieur de ces retards collectifs. Pour cela, il va falloir mettre en place des stratégies comme le tutorat, par exemple, que ceux qui ont compris puissent expliquer à ceux qui n'ont pas compris. C'est pour ça qu'il y a aussi des éléments très positifs dans cette pandémie, les petits groupes scolaires de 12, si on pouvait les garder, mais que ce serait effectivement rentable sur le plan pédagogique, plutôt que de remettre en mouvement des groupes de 30, des petits groupes de 12, dans lequel il est beaucoup plus facile de poser des questions parce que l'école doit se constituer non pas comme un lieu où on donne des réponses, mais comme un endroit où on ose poser des questions. Or, c'est ce qui fait la différence entre un petit Belge et un petit Danois, par exemple. Oui, petit Belge sur 10, quand il lève son doigt pour poser une question, a l'impression de faire un acte négatif. Alors que oui, petit Danois sur 10, en levant le doigt pour poser une question, a le sentiment de faire quelque chose de positif. Ce n'est pas seulement lié au fonctionnement de l'école, c'est aussi les parents belges, quand l'enfant revient de l'école, lui pose une question du style « Est-ce que tu as bien travaillé ?» Au Danemark, on demande « Quelle belle question as-tu posée aujourd'hui ?» Parce que le principe, c'est de poser des questions, c'est d'oser poser des questions, d'oser le faire parce qu'on est en situation de toujours tenir compte du parcours individuel de chacun et de préserver l'estime de soi des élèves. Ce qu'on a entendu dans votre petit reportage aussi, ça, c'est très préoccupant. Ce sont les failles dans l'estime de soi. Je me sens nul. Le néant, j'ai entendu à un moment donné, lorsque vous avez l'impression de brasser du vide, d'être dans le néant. Il faut vraiment être très attentif à ces signaux-là. Ce sont ceux qui font la différence d'ailleurs entre l'état un peu dépressif qui est tout à fait normal, qui n'est pas du tout un signe pathologique, y compris chez les adultes, mais chez les adolescents, c'est la même chose, et ce qu'on appelle les vraies dépressions de l'adolescent. Et il faut qu'on ait des signaux très clairs pour pouvoir repérer et distinguer l'un de l'autre. Alors, il y en a 4 globalement, et je les rappelle régulièrement parce que pour le moment, on a tendance à mélanger. Ou bien on fait des adolescents, des personnes qui seraient en santé mentale catastrophique, ou bien on dit non, ils vont tous bien. Mais les adolescents, évidemment, vous avez une génération qui est une génération en grumeaux. Donc quand on parle des jeunes, on parle déjà de groupes très différents, mais aussi d'individus très différents. Il y a 4 critères qui vous permettent de distinguer l'état dépressif réel, préoccupant, avec un risque de passage acte suicidaire. Et ce que j'entends aussi beaucoup, des idéations suicidaires, des ras-le-bol tellement intenses que de temps en temps on dit c'est pas possible de continuer à vivre comme ça, il faut que j'en finisse, mais il n'y a aucun risque de passage à l'acte. Les critères, c'est d'abord le fait qu'un certain nombre, par exemple la jeune fille qui dit « moi je suis prête à casser les murs de la piscine pour y rentrer », je n'ai aucun souci, elle n'est pas dépressive, elle a encore des envies de faire des choses qu'elle aime.
Lorsque vous n'avez plus envie, non pas de faire les choses que vous n'aimez pas, si vous n'avez plus envie de faire la vaisselle, eh bien, ce ne sera pas considéré comme un indice dépressif, parce que je ne crois pas me tromper en supposant que, comme la plupart des êtres humains, vous n'aimez pas faire la vaisselle, et donc ne pas avoir envie de faire quelque chose qu'on n'aime pas, ce n'est pas un indice de dépression. Ne plus avoir envie de faire quelque chose qu'on aime, ça, c'est déjà plus préoccupant. Or, on ne l'entend pas. On entend au contraire une envie de revenir à ce qui étaient les activités significatives. Le deuxième élément qui est très important, c'est la contamination sur l'estime de soi. Je suis nul, je vaux rien. Ça, c'est dangereux aussi. Lorsque, ne faisant rien, ne nourrissant pas votre imaginaire et votre identité de ce que vous êtes en mesure de faire, vous avez l'impression que vous êtes devenu une nullité. Ça, c'est aussi un symptôme qui est dangereux. Même chose, le fait à un moment donné que le manque, ce qu'on appelait tout à l'heure l'engourdissement, se couple à une forme de manque d'énergie. Donc, on n'a pas seulement un manque d'envie, on a aussi un manque d'énergie. Il n'y a plus de tonus vital. Ça, on le perçoit aussi, ça peut être parfois très, très invalidant. Et alors, toutes les perturbations somatiques, sommeil, perte de l'appétit, amaigrissement, etc. Si vous avez les 4 éléments qui se rassemblent, ben là, il y a plus, évidemment, de motifs de s'inquiéter que si vous avez une forme de ras-le-bol lié à l'engourdissement. Un engourdissement psychique, je le rappelle, c'est un syndrome de souffrance émotionnelle, mais ce n'est pas une maladie mentale, c'est juste un état prolongé absolument impossible à supporter pour les adolescents. Il faut les faire sortir de cet engourdissement, et c'est là qu'on vient aussi en se disant, mais comment on va faire à l'école? Voilà, c'est ce que j'allais justement me permettre de vous interrompre. Je savais bien que vous alliez me le demander, mais on fait comme ça, parce que c'est vraiment ça le point essentiel. Créer des événements, y compris dans les écoles. Moi, j'ai été, il y a une quinzaine de jours, j'ai organisé indirectement un tournoi de football dans une école. Alors, vous allez me dire, mais c'est fou, dans les conditions sanitaires actuelles. Ben, évidemment, je n'ai fait qu'une chose, et j'ai fait ce qui se fait au Québec depuis le début. Le football à passe, c'est-à-dire on peut toujours maintenir toutes les activités si on les adapte au contexte sanitaire. Le football à passe vous interdit de faire des dribbles et vous oblige à passer le ballon ou à tirer au but. Mais ce sont des vrais matchs. Ce n'est pas ce que j'ai entendu, parce que la communication politique, on peut quand même en parler, elle a été désastreuse dans la façon dont elle a été entendue par les jeunes. Je prends un exemple. Quand un ministre, je ne vais pas le citer parce que je ne veux pas critiquer quelqu'un en particulier, mais vous explique qu'il est urgent que les jeunes fassent de l'exercice et prennent de l'air. Il est en train de nous prescrire la gymnastique suédoise. Ce n'est pas ça que les jeunes veulent. Eux, ils ne veulent pas même de faire des passes et revenir à une forme d'exercice physique ou un entraînement sportif. Ils veulent vivre des vrais matchs, vivre des événements. Et il faut les mettre en situation de vivre des événements. C'est ça qui est important. Lorsque vous faites un tournoi de foot, eh bien, il y a des matchs. Il y a des matchs, ça veut dire qu'il y a des épopées dans lesquelles, c'est ce qu'on fait tous. Vous aviez tout à l'heure évoqué l'idée que l'école était le lieu de socialisation. Attention, les élèves ne retournent pas à l'école avec une avidité énorme pour retrouver de la matière. Ils veulent juste vivre des choses. Si vous vous souvenez de vos souvenirs d'école, ils touchent au moins autant la récréation et le sport que les salles de classe, dans lesquelles ils ne veulent pas l'école en tant que telle, ils veulent l'école en tant que productrice d'événements. Et l'école n'a pas ce monopole-là. Personnellement, je plaide pour qu'on rouvre d'urgence les théâtres, les cinémas aux plus jeunes, à cette population-là qui a une aptitude plus naturelle à rester groupée en îlots, en classe par exemple. Vous savez, une bulle ou un îlot, c'est une classe. Les enseignants les avaient inventés depuis très longtemps. Ça prenait la forme de ces îlots qu'on appelle des classes, qui n'est rien d'autre qu'une bulle d'apprentissage. Si vous laissez les théâtres accessibles aux classes dans des règles sanitaires, ça ne posera aucun problème et ils vont pouvoir revivre des événements collectifs. Il faut réouvrir les théâtres pour les jeunes, pas pour sauver les théâtres, mais pour sauver les plus jeunes. Et effectivement, relancer cette activité collective en tenant compte de la prudence sanitaire. Si vous avez de la prudence sanitaire et de la prudence événementielle ou de la prudence pédagogique, vous allez créer de la désolation. Si vous avez de la prudence sanitaire plus de l'audace pédagogique ou de l'audace événementielle, vous allez compenser ce sur quoi les jeunes sont d'accord. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument profiter de leur adhésion
à l'idée, parce qu'ils ont quand même montré quelque chose d'assez remarquable. Cette génération, il faut quand même lui tirer un grand coup de chapeau sur ce plan-là. Ils ont été en mesure de figer leur comportement, alors que Dieu sait si ça avait de l'importance pour eux, y compris leur tendance à créer des interactions nouvelles pour protéger une génération qui n'est pas la leur, pour protéger la génération des plus fragiles. Et ils sont toujours d'accord, pour l'immense majorité d'entre eux, de le faire. Et donc, discuter règles sanitaires peut tout à fait se concevoir, mais ça doit se concevoir dans un esprit de concertation. La vraie difficulté actuellement, c'est qu'on n'a absolument aucune trace de concertation. Et il faut bien se remettre en question par rapport au modèle de société qu'on vient de mettre en scène et celui qu'on quittait juste avant que cette pandémie n'arrive. Juste avant que la pandémie arrive, on avait des jeunes qui étaient dans les rues en train de réclamer de la part des adultes, des comportements, des attitudes nouvelles pour protéger la planète. Et donc, on avait ce que Margaret Mead appelle une société préfigurative. Quand la pandémie est arrivée, on a effectivement, et à juste titre sans doute dans un premier temps, on a remis en scène les conditions des sociétés traditionnelles qui sont les sociétés post-figuratives. C'est-à-dire, on a dit en gros, la pandémie, c'est pas une affaire de gamins, il faut qu'on gère ça entre adultes. Et on va donc faire en sorte, ce qu'on fait dans les sociétés traditionnelles, c'est-à-dire celles qui ne bougent pas ou qui bougent très très lentement, on va prendre la décision entre adultes et on va l'imposer à la jeune génération. Et vous avez le cas de figure qui est le plus absolu, c'est un groupe de quelques adultes, évidemment sexagénaires, quinquagénaires, voire plus si affinité, qui prennent les décisions en se concertant dans l'entre-soi de ces adultes-là, et puis qui viennent avec une table frontalement, expliquer aux jeunes, aux jeunes et aux autres. Hein. D'ailleurs, c'est une société post-figurative. Alors qu'elle été mise en place pendant une durée relativement courte, qui est celle pendant laquelle il fallait figer la société, aucun problème. On sortait d'une société préfigurative et ce n'est pas le moment de la remettre en place. Une société préfigurative, c'est une société qui évolue de façon accélérée et dans laquelle ce sont les jeunes qui prescrivent les comportements. C'est ce qu'on met en place implicitement quand, par exemple, parce qu'on est moins bon qu'eux sur le plan numérique, on leur demande, tiens, c'est quoi une clé USB, comment fonctionne tel réseau social, etc. Les jeunes sont en position, là, d'enseigner à la génération des plus anciens. Et quand ils sont sortis dans la rue, eh bien, ils nous ont montré ce qu'était une société préfigurative. C'était un très, très joli mouvement en disant, attention, vous avez fait des conneries avec le climat, avec la planète, maintenant, vous allez faire attention. Monsieur Mbeck, je vais encore être obligée de vous interrompre. Hein, je vois le temps qui court et les questions qui restent à poser, et notamment celles des parents, puisqu'ils sont nombreux aussi aujourd'hui à nous regarder. Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire aux parents de manière concrète hein, par rapport à l'école? Parce que j'ai entendu plein de choses, notamment, voilà une année scolaire qui est en jeu et qui va être perdue. Certains ont recours à des cours particuliers pour essayer d'aider leurs enfants. Ils sont inquiets et c'est bien logique que ce soit par rapport à la scolarité, mais aussi par rapport aux émotions de leur ado. Hein. Certains les trouvent fort ronchons, ils consomment beaucoup d'écran, ils sont en colère, etc. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire pour aider aujourd'hui ces parents? C'est vraiment important et ça va me permettre de mettre en scène déjà la troisième société, c'est-à-dire pas préfigurative, pas post-figurative, mais co-figurative. Il faut qu'on se concerte dans les familles comme ailleurs avec les adolescents pour voir, par exemple, comment on va respecter les règles sanitaires, mais en assouplissant nos manières de vivre. Ces règles doivent être interprétées à l'intérieur des familles en utilisant les adolescents comme des partenaires qui permettent de discuter. Alors, vous le dites par rapport aux écrans, par rapport au côté ronchon, par rapport à leur détresse émotionnelle, c'est important de savoir que dans ces différents aspects de leur vie, on va agir un peu différemment. Par rapport aux écrans, on a assisté à un phénomène qui était absolument inconcevable il y a quelques mois, c'est-à-dire qu'ils en ont marre des écrans. Il faut le dire très clairement. C'est un peu comme si pour les déshabitués du chocolat, parce qu'ils mangent trop de chocolat, on les avait gavés de chocolat et ils en sont complètement écœurés et eux-mêmes disent on en a marre du temps d'écran, c'est un pis-aller
sur le plan de nos relations. Et alors, il y a aussi quelque chose quand même d'un peu pervers par rapport à eux, c'est que l'école s'est appropriée les écrans, donc c'est devenu un support scolaire. Donc pour eux, les écrans, c'est devenu beaucoup plus ambigu, c'est devenu un média. On a constaté que les parents assouplissaient leur regard par rapport aux écrans et que l'adolescent avait tendance, lui, à s'autoréguler. Quand c'était possible, en fait, il utilise les écrans faute de mieux, mais il est tout disposé à réduire de lui-même cette utilisation des écrans parce qu'il y a cette forme de saturation qui s'est manifestée. Je pense que ça, c'est important. Alors, sur le plan de leur détresse émotionnelle, évidemment, écouter leurs émotions, se préoccuper de l'adolescent, pas s'en occuper. Quand je vois des petits films, et j'en ai vu encore récemment à la RTB, où on voit des familles sortir des jeux de société, etc., les adolescents, c'est pas ça qu'ils attendent de la part des adultes. Ils n'ont pas besoin qu'on s'occupe d'eux, ils s'occupent généralement beaucoup mieux eux-mêmes. Mais ils ont besoin qu'on se préoccupe d'eux. C'est-à-dire qu'on puisse entendre qu'ils sont en colère, qu'ils sont tristes, qu'ils ont peur, qu'ils ont un ensemble, qu'ils sont dégoûtés par un certain nombre de choses, qu'ils vivent des émotions qui leur appartiennent et qu'ils ont le droit d'exprimer. Et aussi des avis qu'ils sont en mesure de donner. Le gros problème, c'est que cette génération n'est absolument pas, que ce soit par le monde politique, que ce soit dans les écoles, on écoute leurs émotions dans les écoles. Et j'en suis vraiment témoin et tout à fait ravi d'entendre cette préoccupation des écoles. Le problème, c'est qu'on ne concerte pas les élèves, par exemple, pour mettre en place des manières d'être ensemble qui respectent les conditions sanitaires. Vous savez, le foot à passe, quand on a expliqué ça à l'école, en disant « mais on va refaire un tournoi de foot, simplement on change les règles du football, il n'est pas question de se dribbler pour éviter les contacts sociaux », les adolescents, évidemment, ont mis en place eux-mêmes, ont décidé eux-mêmes qu'il fallait qu'il y ait des arbitres qui décident tout ça, et ces matchs ont été particulièrement dynamiques, et eux-mêmes, à ce moment-là, finissent par adhérer aux règles parce qu'ils ont participé à leur élaboration. Le vrai problème, que ce soit dans la famille, à l'école ou dans la société en général par le monde politique, c'est qu'on respecte beaucoup mieux des règles si on a participé à leur élaboration en connaissant les enjeux de ces règles. Sinon, ce qui se produit, c'est ce qu'on voit de manière sporadique, pas seulement chez les jeunes d'ailleurs, c'est-à-dire une sortie de route au niveau des règles, puisqu'on n'a pas été concerté, ces règles sont absurdes, et donc faisons n'importe quoi et évitons toutes les règles. Non, reconcertons de façon à mettre en place, y compris dans les écoles, des règles qui vont nous permettre d'être en interaction les uns avec les autres. Et pour ça, il va falloir déjà changer les noms, qu'on arrête de parler de ces gestes barrières. C'est un vocabulaire de virologue, il avait tout à fait son sens, dit par des virologues qui doivent faire obstacle à un virus. Pour un adolescent, parlons de gestes protecteurs. On se protège, on protège les autres. Mais regardez dans la presse, dans les médias, ce sont les virologues qui ont pris le terrain. Les pédagogues n'ont pas su se faire entendre. Moi, depuis le début de la pandémie, j'essaye partout où je peux de dire attention, ne parlons plus, notamment pour les petits-enfants, mais pour les adolescents, c'est vrai aussi, ne parlons plus de gestes barrières, parlons de gestes protecteurs. Ne parlons pas de distance sociale, parlons de distance physique. Et la distance physique, c'est une distance qui nous permet de parler confortablement avec des gens qui ne sont pas nos intimes ou nos proches. C'est la seule garantie qu'on doit avoir. Ça veut dire que la situation tout à fait anormale, c'est celle qu'on a acceptée pendant des années et des années, qui est par exemple de s'entasser dans les trams ou dans les métros en faisant exploser ce qu'on appelle nos bulles proxémiques. Quand vous rentrez, si vous allez voir le RER à Paris, vous avez des gens qui sont payés pour vous entasser dans le RER. Ça, c'est complètement invivable, c'est parce qu'on s'est habitué, on s'était accoutumé. Mais maintenant, dire non, on va respecter les règles physiques. Mais regardez ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Vous ouvrez des trains pour la mer, c'est bondé. Ce ne sont pas les adolescents, ce sont des adultes qui vont effectivement se mettre dans la situation de ne pas pouvoir respecter ces distances physiques. Les distances physiques sont celles qui permettent d'être confortablement en lien avec les autres. Si on parle de distance sociale, on a l'impression qu'on éteint la vie sociale. Quand on parle de distance physique, on a l'impression d'une prudence qui est celle qu'on a vis-à-vis des gens qui ne sont ni nos proches ni nos intimes. Quand ils sont nos proches ou nos intimes, cette distance physique peut
disparaître. Et ça, les adolescents sont capables de le comprendre. J'ai parlé tout à l'heure de la distinction entre une bulle et un îlot. Le fonctionnement en îlot, on le voit, moi je le vois très souvent par exemple dans la façon dont le cote et les cotes se réorganisent. Bien sûr, on va vous parler de quelques lockdowns, de quelques parties ou de quelques infractions, je vais dire, spectaculaires. Pour la majorité d'entre eux, c'est un retour à des socialités extrafamiliales, c'est-à-dire je veux revivre avec un petit groupe, qui sont mon petit groupe de copains, mon petit groupe d'amis, voire des gens que je ne connais pas encore, des colocataires, et certains adolescents ont choisi de vivre en colocation, de nouveau en cote, simplement pour changer d'air au niveau relationnel, ce qui est une obligation chez un adolescent et qui n'est pas du tout une nécessité chez les adultes. Donc, il est vraiment important de les écouter sur ce plan-là. Monsieur Mbeck, je vais encore une fois vous interrompre, mais vous commencez à avoir l'habitude. Je voudrais quand même en revenir aux parents, parce que vous, effectivement, vous expliquez très bien qu'on n'a pas besoin qu'on s'occupe d'eux, mais qu'on se préoccupe d'eux, donc qu'on s'intéresse à ce qu'ils font. Mais ma question, c'est comment s'intéresser à ce qu'ils font? Est-ce que c'est en discutant avec eux? C'est très différent. Se préoccuper de quelqu'un, c'est lui demander comment il va. C'est lui demander comment il se sent, comment il vit les choses. C'est pas lui demander ce qu'il fait, parce que si je vous demande, et principalement un adolescent, si vous lui demandez ce qu'il fait, il risque de vous dire rien. Parce qu'il a une aptitude, effectivement, à considérer, non pas qu'il ne fait rien, mais qu'il ne fait rien qui paraîtra significatif à vos yeux. S'il regarde une série, il a l'impression, effectivement, que regarder une série, ce n'est pas significatif pour vous, et donc il va vous dire rien. S'il est sur un jeu vidéo, il aura l'impression aussi que vous disqualifiez son comportement. Donc le principe, c'est lui demander comment il se sent, comment il vit les choses pour le moment. C'est ça, se préoccuper de quelqu'un. S'en occuper, c'est s'occuper de ses activités. Et donc c'est pour ça que les parents ont tout intérêt pour le moment à se préoccuper de l'état émotionnel, à lâcher du lest par rapport aux écrans, mais ça ils l'ont fait et on a constaté que les adolescents étaient en mesure de s'autoréguler par rapport à ce lest et à ne pas paniquer. Parce que ça, j'ai entendu votre appel du pied en disant « ouais, mais ils appellent maintenant le privé parce qu'ils ont l'impression que le cerveau de leurs enfants va ramollir ». Alors, il faut déjà dire que le cerveau n'est pas un muscle, il ne ramollit pas. Hein. On ne ramollit pas du cerveau, on ramollit ses muscles. C'est pour ça que je pensais, moi, qu'il valait beaucoup mieux laisser le sport et peut-être même fermer les écoles. Je l'ai dit parfois de manière un peu provocante, mais le sport, là, vous avez un vrai ramollissement musculaire. Le cerveau, pas du tout. Donc, leurs enfants gardent une capacité à apprendre qui n'est absolument pas détériorée. Quand les matières retrouveront leur rythme de croisière, alors évidemment, vous avez comme toujours des vautours qui vont circuler autour des parents. C'est ce qu'on appelle le privé. Des gens qui vont utiliser l'anxiété, l'angoisse des parents et ces mots malheureux style génération sacrifiée, avec des parents qui disent non, je ne veux pas d'une génération sacrifiée et donc mon fils ne peut pas en faire partie. Ce problème de génération sacrifiée est lié au fait que c'est vrai qu'il y a une forme de sacrifice de la jeunesse, comme il y a un sacrifice de l'oreca, du culturel, parce qu'on est embarqué dans une grande partie d'échecs. Mais c'est ça, cette notion, cet aspect-là de la notion de sacrifice. Ce n'est pas une génération sacrifiée parce qu'elle serait détériorée sur le plan intellectuel ou sur le plan des apprentissages. C'est une génération qui a fait l'objet, à un moment donné, d'un sacrifice comme on les réalise au jeu d'échecs. Et la grosse difficulté dans cette société que j'ai décrit tout à l'heure comme étant post-figurative, c'est que vous avez finalement une minorité de personnes qui jouent la partie et nous sommes les pions. Nous sommes les pions et vous savez, comme moi, si vous jouez aux échecs, qu'une partie d'échecs qui s'éternise, c'est épouvantable. Parce que c'est très très long quand on a l'impression d'être sacrifié. C'est le seul sport cérébral où vous sacrifiez des pièces dans l'intention de gagner. Et on a vraiment l'impression, et c'est ce qui rend la période actuelle aussi difficile à vivre, que cette partie d'échecs, personne ne va la gagner, ni le virus qui joue contre nous, parce que il a aussi ses stratégies, hein, il fait des mutations, etc., etc. Et ni nous, parce qu'on ne mourra pas, le virus ne va pas éteindre notre société, mais on est dans une partie qui, finalement, personne n'arrivera à un complet échec et mat. Et donc, dans les échecs, généralement, vous avez quelqu'un qui prononce un mot magique qu'on appelle « pat », qui dit « match nul », on arrête. Ici, personne n'ose dire match nul ou dire stop,
Maintenant, on arrête la partie, on la joue autrement. Ce virus, on est amené à cohabiter avec lui pendant un certain temps. On n'arrivera pas à le mettre échec et mat. Et il ne nous mettra pas non plus échec et mat parce qu'on va protéger les plus fragiles. Mais on va remettre en mouvement et on va arrêter de donner l'impression qu'on a sacrifié des pions. Les jeunes ont l'impression d'être sacrifiés, mais d'autres catégories professionnelles ont la même impression. Et ce qui est important… Rebondir peut-être, désolé, hein, mais de nouveau l'horloge tourne, mais rebondir juste sur ce que vous venez de dire, il faut les remettre en mouvement. Et vous l'avez déjà dit tout à l'heure, hein, qu'il fallait parler d'avenir avec les jeunes. Mais comment est-ce qu'on fait pour parler d'avenir avec les jeunes dans la situation actuelle? C'est quand même fort compliqué. Qu'est-ce que vous nous conseillez par rapport à ça? C'est pas si compliqué que ça d'oser refaire des projets. Il faut refaire des projets. On arrivera à une sortie de crise. Il faut oser le dire, peut-être avec un match nul, avec une pandémie en bas bruit derrière, avec lequel on va devoir s'habituer à vivre. Mais on doit pouvoir faire des projets de vacances, parce qu'il va falloir aussi s'imaginer qu'il est possible de partir en vacances. On peut commencer à mettre en place avec eux des projets qui parlent de l'avenir à moyen terme, de l'avenir à long terme, sans avoir toujours cette idée qu'on est dans un tunnel avec une lumière qu'on éteint, qu'on allume, qu'on éloigne. Non, on est effectivement face à une épreuve collective qu'on doit pouvoir traverser ensemble, mais un être humain, et principalement un adolescent, ne peut pas vivre avec une absence, non pas de perspective, parce que le mot perspective, vous savez, il est terriblement angoissant. Je l'entends tout le temps. Il n'y a pas un politique qui ne parle pas de perspective actuellement, mais quand on lui demande « mais c'est quoi la perspective ?», il est incapable d'en faire un projet, ce qui montre bien d'ailleurs que cette période traîne en longueur. Les concerter par rapport à des projets et par rapport à l'aménagement de la vie collective actuellement, à la fois en famille, à l'école et dans la société. Comment est-ce qu'on fait finalement, comment on s'organise concrètement avec eux pour se rendre la vie viable les uns les autres en respectant de nouveau les personnes âgées, les personnes plus fragiles. Il faut accepter cette idée qu'effectivement les jeunes ont compris qu'ils devaient protéger les gens d'une génération plus ancienne, qu'ils devaient éviter l'imprudence sanitaire absolue. Pour l'immense majorité d'entre eux, ils l'ont tout à fait compris. Mais il faut donc se concerter et discuter avec eux. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place maintenant pour respecter cette prudence sanitaire, mais en t'autorisant des comportements qui sont, par exemple, bien de vivre en îlot avec tes copains, de voir tes copains, de vivre des interactions nouvelles, de vivre des événements, de vivre des choses qui valent la peine d'être racontées. Le principe, c'est celui-là, c'est-à-dire créer autour de la vie des adolescents des événements qu'ils vivent entre eux. Les adolescents n'ont pas besoin de faire des choses de manière continue avec leurs parents. C'est le propre de l'adolescence, c'est d'être capable de commencer à gérer l'import-export affectif. Et donc, le parent, c'est pas qu'est-ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'est-ce que tu comptes faire toi maintenant pour revitaliser tes relations, pour mettre tout ça en mouvement, tout en respectant ces conditions de prudence sanitaire. Et là, on fait appel à leur sens des responsabilités. Moi, je voudrais voir… Ah oui, c'est encore moi. Est-ce que vous êtes inquiet de la situation actuelle? Est-ce que c'est une situation qui vous inquiète, comme nombreuses personnes autour de nous, évidemment? Je suis inquiet pour ceux qui ont décramponné, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui ont manifesté des signes de délitement social, par exemple, et scolaire. Mais ça, c'est l'effet loupe, c'est-à-dire que ce sont ceux qui étaient sans doute les plus fragilisés, qui ont vécu des secousses et pour lesquels il faut se mobiliser de manière urgente. Pour le reste de la population, pour le dire très précisément, pour les adolescents que j'ai vus dans votre petit clip d'entrée, je n'ai pas d'inquiétude pour leur avenir. Ils sont posés, intelligents, pondérés et capables d'analyser leur situation, qui est celle d'un engourdissement psychique, dont ils vont sortir sans brutalité. Il n'y aura pas une libération avec un jour où tout le monde fait la fête. Comment est-ce qu'un parent peut savoir comment est vraiment son ado? Est-ce qu'on va le remarquer? Quels sont les points d'attention peut-être à faire? Ils ont été très clairs dans ce petit reportage. Il faut les écouter. Il faut les écouter et leur accorder un crédit.
de compétences, c'est-à-dire les écouter en leur demandant leur avis, les concerter par rapport à ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place, comment on va mettre les choses en place. Et je pense que l'urgence, c'est de revitaliser ce mot-là qui est la concertation, c'est-à-dire la société configurative dans toutes ces dimensions. Ce qui me pose vraiment problème, je ne suis pas inquiet pour l'avenir, mais je suis très inquiet pour le présent. Le dernier livre que j'ai écrit sur la liberté confisquée, honnêtement, il n'avait pas ce titre-là à l'origine, il s'appelait Liberté mesurée. Mais j'ai quand même eu l'impression qu'on était dans quelque chose qui prenait des proportions démesurées quand, par exemple, même sous couvert d'humour, un virologue, et vous allez sans doute le reconnaître, nous prescrit les activités qu'on a le droit de faire sur la plage, nous signale par où on doit faire passer nos visiteurs quand ils veulent aller aux toilettes. Ce sont les micro-comportements. Ne pas le frisbee, monsieur Humbé. Alors, je n'ai rien contre le frisbee, mais je ne supporte pas qu'on me dise que je ne peux jouer qu'à ce jeu-là. Et je ne supporte encore moins qu'on me dise comment, dans ma maison, c'est-à-dire les micro-comportements domestiques, ceux-là doivent échapper à la vigilance de personnes qui sont chargées de gérer notre vie sociale. On a déjà donné beaucoup de responsabilités sur ce plan-là, sur les micro-comportements, y compris ceux que les adolescents ont entre eux. Moi, quand je vois ce qui se passe dans les côtes, effectivement, avec ces colocations, eh bien, ils ont des comportements tout à fait, pour l'immense majorité d'entre eux. De nouveau, on va évidemment me retrouver quelques exceptions, mais pour l'immense majorité d'entre eux. Et pour autant que l'alcool soit géré correctement. C'est un vrai problème dont il faut oser parler avec eux, là aussi en se concertant avec eux. Eh bien, vous avez des situations qui permettent de vivre avec des îlots, mais des îlots renouvelés. Pas des îlots qui se sont enquistés autour du noyau familial. La famille, évidemment, les parents, ils sont tout à fait dans une situation psychologiquement confortable de voir ce noyau familial constituer une bulle. Pour un adolescent, être enfermé dans un noyau familial qui prend la forme d'une bulle, alors qu'il a l'opportunité de vivre dans un îlot avec ses copains, c'est absolument insupportable. Donc le parent doit entendre ça, que pour l'adolescent, il est important d'avoir des expériences à l'extérieur avec de nouveau des groupes restreints. C'est pas le moment de faire un grand festival dans lequel tout le monde va s'entasser, mais on peut très bien créer un événement dans lequel chacun va être spectateur en îlot de cet événement-là. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de remettre en place l'événementiel, d'abord pour les plus jeunes. Après, notre tour viendra. On est capable, nous, de survivre beaucoup mieux qu'eux à ce qui est en train de se mettre en place. Et donc, je pense, pour ma part, que revitaliser, parce que là aussi, il faut quand même que la plaisanterie cesse, cet arrêt d'une vie culturelle, c'est un étouffement social absolu. Toute société respire par ces manifestations culturelles. Les stopper indéfiniment de cette manière-là, c'est juste invivable, intenable, mais alors, ce que je reproche beaucoup au monde politique, c'est ce manque d'imagination absolue. Par exemple, lorsque on donne l'impression, le jour où on relance la culture, c'est pour tout le monde. Le jour où on ferme, c'est pour tout le monde. Mais non, relançons pour des groupes particuliers dans un premier temps. Ça permettra au théâtre de revivre, ça permettra aux acteurs de jouer devant un vrai public. Eh bien, faisons-le en priorité avec les jeunes. Vous savez, même les personnes âgées veulent revoir le monde se remettre en mouvement. Ils ne veulent pas se remettre eux-mêmes en mouvement. Si vous ouvrez les théâtres, ils ne vont pas s'y précipiter, les gens plus âgés. Mais ils veulent revoir ce monde revivre avec des manifestations qui permettent de faire respirer une société par la création culturelle continue, par des événements dont on parle. Le gros problème, c'est que les adolescents n'ont plus de support à leur interaction, parce qu'il n'y a plus d'interaction d'une part, et puis il n'y a plus rien dont on parle. Leurs jeux vidéo, heureusement, qui eux se renouvellent. Au niveau de la musique, au niveau des événements, il y a beaucoup trop peu de manifestations qui leur permettent de se regrouper pour en parler ensemble. C'est pour ça qu'ils ont tendance à surconsommer de l'écran, mais qu'eux-mêmes disent c'est trop, on ne veut pas tant d'écran, on veut des événements dans la vie réelle, in the real life, comme ils l'expliquent eux-mêmes. Oui. Monsieur Humbé, je vais terminer pour essayer de garder un timing plus ou moins correct avec une dernière question. Et je suis certain que vous trouverez une réponse. Est-ce que vous pensez qu'on peut retirer des points positifs pour l'avenir de cette situation que l'on vient de vivre? Et je suis certaine que vous allez me dire oui, il y en a. Donc c'est pour ça que j'ose vous poser la question. Mais je vous répondrai en vous renvoyant un livre de Stephen King qui s'appelle Le Fléau. Si vous lisez ce bouquin, c'est une grosse brique de 600 pages. Lisez pas tout le livre.
il est assez amusant à lire, mais il ne vous apprendra pas grand-chose parce que c'est surtout une pandémie décrite de manière trop spectaculaire et ça risque de vous angoisser. Par contre, la dernière page est absolument sublime, dans laquelle un des héros demande à un autre « Est-ce que tu crois qu'on apprend de ce qu'on a vécu ?» Et la réponse de Stephen King, c'est-à-dire de son héros, c'est « je ne sais pas ». Je ne sais pas si on va apprendre. J'espère juste qu'on va apprendre parce que si on revient exactement au même monde, sans avoir appris tout ce qu'il y a de positif, par exemple au niveau de l'école, dans cette idée d'avoir des classes plus petites, des interactions plus sous forme de questionnement, un présentiel qui change qualitativement, du numérique qui prend un peu de place, mais pas toute la place. On a vu les insuffisances du numérique en tant que substitut complet de l'acte d'enseignement. Si on apprend de ce qu'on a vu, par exemple, ça c'est ce que j'ai essayé de décrire dans les leçons de la pandémie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on doit maintenir de ce qu'on a vécu, comment est-ce qu'on va débriefer, et de nouveau, j'espère, par la concertation, c'est-à-dire pas un groupe d'experts, une task force quelconque qui se regroupe quelque part pour décider ce qu'on va garder, ce qu'on va, on va rejeter, que dans les écoles, on fasse des vrais bilans de ce qui a été positif, de ce qui a été mauvais et de ce qui a été catastrophique, mais aussi de ce qui a été positif, parce que beaucoup de choses positives ont été mises en place. Moi, j'ai vu des choses merveilleuses dans les écoles, sur le plan, par exemple, de la pédagogie inversée, sur le plan des petits groupes, sur le plan de la façon dont on mettait en place des classes flexibles. J'ai vu beaucoup de choses super intéressantes. J'espère que tous ces enseignants avec lesquels j'ai la chance d'être beaucoup en contact ne vont pas se replier dans leur classe pour maintenir finalement ce qu'ils ont fait uniquement dans leur classe, mais qu'on va pouvoir le généraliser. C'est ce bilan-là qu'on devra faire au niveau de l'école, qu'on devra faire aussi en famille. Il y a aussi, évidemment, qu'on a eu des tensions. Évidemment que c'est une situation qui était tout à fait inédite et que vivre les uns sur les autres, c'est pas vivre les uns avec les autres. On a un peu trop vécu les uns sur les autres et donc il est tout à fait normal que pendant ces périodes compliquées, on en soit arrivé à ne plus se supporter. Si d'ailleurs on apprend simplement que ne pas se supporter ne signifie pas qu'on ne s'aime pas. Ça veut juste dire que nos territoires intimes ne sont pas suffisamment respectés, mais ce n'est pas du tout le signe qu'on ne s'aime pas. Au contraire, et donc l'idée de pouvoir se supporter dans les conditions qui ont été vécues tout en continuant à s'aimer, je ne supporte pas ce que tu viens de faire, mais je t'aime énormément, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir se dire en famille et notamment avec des enfants adolescents et eux doivent pouvoir aussi le signifier par rapport à leurs parents quand ils trouvent leurs parents insupportables parce qu'ils ont été amenés à vivre non pas avec eux, mais enchevêtrés les uns dans les autres. Ça, on va devoir garder tout ce qu'on aura appris de ce qui a été vécu. Et il est possible, puisque je parlais de partie nulle, qu'on vive encore très longtemps avec cette pandémie en fond d'écran. Ce n'est pas nécessairement un problème, je vois que je vous inquiète un peu en disant ça, ce n'est pas nécessairement un problème et ça va peut-être même créer quelque chose de magnifique que j'ai vu se mettre en place. La vraie génération, la vraie solidarité transgénérationnelle. Une partie de la génération capable de se mettre en mouvement d'une manière telle qu'elle protège une autre génération qui n'est pas la sienne. Vous savez, c'est pas moi qui le dis, c'est Hannah Arendt. Ce qui est le signe même de la concertation, c'est la table. Pas la table avec 5 personnes qui viennent décider de manière autoritaire des règles qu'ils vont nous faire subir, mais des tables qui regroupent les générations et dans lesquelles il y a la table qui sépare parce que les générations ne sont pas les mêmes. Vous savez, nous sommes ici tous d'âge, vous êtes plus jeunes que moi, je fais partie d'une génération encore antérieure. Moi, je fais partie d'une génération qui d'ailleurs n'a pas à être fière de la façon dont on la désigne. On l'appelle la bof generation, c'est-à-dire une génération qui se fout de tout, en gros, et qui allait regarder le live aid en s'intéressant exclusivement à quel groupe va jouer et ils vont jouer quel morceau. Est-ce qu'il y aura U2 et Simple Minds, etc. La cause qu'il y avait derrière, c'est-à-dire le Darfour, la famine, on s'en préoccupait à peine dans la Bof Generation. Vous faites sans doute partie d'une génération qui est une génération plus indécise. On les appelle les milléniums, c'est-à-dire qui s'engageaient mais qui ne savaient pas très bien pourquoi. La génération suivante avait montré qu'elle était désenchantée, mais on a pu parler d'une génération clairement engagée. Ça explique aussi pourquoi je ne suis pas inquiet.
ils s'engagent, notamment sur le plan climatique, mais aussi pour éviter les discriminations de genre, les discriminations de race, etc. Et donc, il y a tout un terreau. Évidemment, c'est une jeunesse en grumeaux, donc ce n'est pas tous les jeunes, c'est une partie qui est cette génération engagée. Évidemment qu'il faut encourager toutes les formes de concertation qu'on peut avoir avec elle. Et là, je ne serai pas inquiet. Et là, je pense qu'on apprendra beaucoup sur la façon dont les générations peuvent être solidaires les unes les autres si on les regroupe autour d'une table pour se concerter. Là, ce serait, je pense, mais c'est ce qu'on appelle la société configurative. Hein, c'est celle qu'on pourra peut-être voir émerger si on apprend de ce qu'on a vécu. Je vous remercie vraiment, Monsieur Humbeek, pour cette conférence magistrale où vous avez essayé de répondre à toutes mes questions, malgré que je vous interrompais très régulièrement. Très bien. Je vais essayer maintenant de reprendre certaines questions de nos auditeurs, hein, parce que le chat a très bien marché ce soir, et donc malheureusement, on n'aura pas l'occasion de répondre à tout. Vous avez déjà répondu à une grande partie des questions, hein, puisqu'elles ont été posées au fur et à mesure de la conférence. Donc voilà, je vais faire au mieux. J'espère que je ne vais pas trop frustrer les gens. S'il devait y avoir des questions en plus, vous pouvez me les communiquer et je répondrai dans un espace différent, hein, éventuellement. D'accord. Donc éventuellement, si vous le souhaitez, alors vous notez bien votre adresse mail dans le chat avec la question que vous souhaitez poser à Monsieur Humbeek, parce que sinon, on n'a pas vos coordonnées dans le chat pour pouvoir transmettre les questions à Monsieur Humbeek. Donc voilà. Alors je vais commencer avec une première question qui m'interpelle. Comment faire avec un ado de 15 ans ici, qui est en difficulté et qui a peur de reprendre contact avec les autres parce qu'elle a peur d'être celle qui va être la personne qui va contaminer et qui va ramener le Covid et qui a peur de transgresser ces fameuses règles qu'on entend à longueur de journée. Alors, c'est une très belle question parce qu'elle signale effectivement le rôle de la peur. Beaucoup d'élèves ont peur aussi de retourner à l'école, soit parce qu'ils vivent des choses compliquées à l'école. Hein. Donc, il faut savoir que cette suspension de l'école, elle n'incite pas tous les élèves à se retrouver en difficulté, notamment ceux qui vivent des situations de harcèlement ou de cyberharcèlement. Ceux-là vivent ça comme un soulagement. Et dans ce cas-ci, on parle de phobie. La phobie, c'est pas une peur folle, c'est une peur déréglée. Ça veut dire qu'il se manifeste de manière excessive et qui rend la vie invivable. Il faut reconnaître à cette phobie sa part de santé, c'est-à-dire bien exprimer déjà dans un premier temps qu'on est devant un comportement qui est celui qu'on doit avoir si on veut avoir un comportement responsable. Si vous n'avez absolument pas peur de transmettre un virus dans une période pandémique, vous allez faire n'importe quoi, vous allez manifester de l'audace. Or, pour le moment, on a besoin de ce qu'Aristote appelle de l'audace prudente. Ça veut dire qu'il faut avoir une petite indication qui nous dit attention, fais attention, tu risques de contaminer. Si vous avez affaire à quelqu'un qui multiplie les signaux d'alerte au point de se rendre la vie invivable, il faut d'abord reconnaître que ce signal d'alerte a du sens. Et donc ne pas lui dire écoute, tu fais n'importe quoi, tu es complètement tapé, etc. Non, c'est bien de le faire comme ça. On va maintenant faire en sorte que ce soit vivable pour toi, mais on va respecter ta prudence sanitaire. Vous avez des gens actuellement qui ont réappris à se laver les mains. Et certains le font un peu plus. Je vais dire qu'ils ne devraient peut-être, hein, parce que, et d'autres disent, mais c'est de la compulsion, etc. Ne faisons pas trop vite des signaux de maladie mentale. Il ne faut quand même pas oublier que pendant des années, on a trouvé les Japonais et les Chinois un peu bizarres de mettre des masques et on avait tendance à en sourire un petit peu. Mais ces gens sont habitués à vivre dans un contexte pandémique, avec des pandémies en toile de fond. Et donc pour eux, et c'est ce qui explique aussi pourquoi tout ça a été beaucoup plus facile à gérer dans ces pays-là, parce que la pandémie n'est pas quelque chose de complètement nouveau et que leurs comportements ne sont pas des comportements qui sont considérés comme fous aux yeux les uns des autres. Chez nous, on commence à s'habituer au masque, par exemple. Et donc, il y a une forme d'habitude sociétale. Vous savez, j'entends beaucoup dans les écoles, mais c'est épouvantable, les enfants qui ne respirent pas. En Chine, au Japon, ça fait des années et des années qu'on met des masques dans les écoles sans que ce soit un souci pour les enfants. Et à ma connaissance, aucun Chinois et aucun Japonais n'est mort étouffé. Ça ne veut pas dire que c'est confortable et qu'il faut le maintenir tout le temps, mais ça veut dire que ce sont des comportements qui ne sont pas a priori des comportements déraisonnables et complètement fous. Cette jeune fille qui manifeste des phobies, il faut déjà lui reconnaître
le fait que par la peur qui se manifeste chez elle, eh bien, elle manifeste des comportements responsables. À partir de là, on a une base pour se concerter avec elle, pour lui rendre tout ça vivable, parce que l'excès, effectivement, de peur, ça devient alors une phobie. Hein. C'est comme si vous aviez des panneaux de signalisation, des feux de signalisation qui se mettent en permanence à l'orange ou au rouge et que vous ne vous décidez jamais à redémarrer. Il faut juste accepter que l'orange et le rouge vont rester des signaux disponibles, mais qu'on doit aussi pouvoir démarrer et remettre le signal au vert. Merci. On va passer à une deuxième question. Ici, j'ai un éducateur en maison de jeunes qui souligne et qui a pu remarquer auprès des jeunes qu'il côtoie que les profs donnent beaucoup de matière pour l'instant, que ce soit quand c'est en présentiel ou que ce soit quand c'est en distanciel, et donc qui s'en plaignent beaucoup. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça? Alors, je pense effectivement que ça correspond aussi, et il faut comprendre aussi que le personnel enseignant qui a été, c'est aussi quelque chose que je trouve un peu regrettable, qui a été pas toujours accompagné, hein, une communication essentiellement autour de circulaires qui confinent, déconfinent, hybrides, déshybrides, etc., mais sans expliquer comment, sans accompagner. Le vrai problème, il est là. Donc, certains enseignants, eh bien, on dit, par exemple, hein, quand vous dites à des enseignants, il faut se centrer sur l'essentiel. Oui, mais l'essentiel, c'est quoi? Et l'essentiel, c'est pas nécessairement ce qui va le plus mobiliser les centres d'intérêt des élèves. Hein. C'est un peu comme si vous aviez des élèves qui vous disent « j'ai envie de jouer de la guitare, eh ben on va faire du solfège ». L'essentiel, c'est pas ce qui stimule le mieux l'intérêt des adolescents. Certains enseignants, beaucoup plus relax par rapport aux matières, on dit l'essentiel, c'est aussi de donner du sens à ce qu'on est en train de vivre, et ils ont mis en place des espaces de parole, des espaces de concertation. C'est aussi de l'essentiel. Et donc, je pense que les enseignants qui ont été focus sur les matières, qui ont surchargé les élèves, et c'est vrai que moi je l'ai perçu aussi, il y a une chose et son contraire hein, qui se sont manifestés, mais le fait de surcharger les matières est un problème, surtout si vous l'associez, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à l'idée d'examen ou d'épreuve. C'est-à-dire là, vous donnez une tension, une pression sur un acte éducatif. Et là, je rejoins quand même ce que la ministre de l'Enseignement a suggéré, mais qui a parfois été très mal interprété quand elle a parlé de bienveillance. En fait, c'est un terme qui était sans doute pas très approprié parce qu'il suggérait qu'habituellement, les enseignants étaient malveillants. Ben non, ils sont généralement bienveillants, mais elle voulait sans doute dire qu'il faut redoubler de bienveillance pour ne pas heurter, pour le moment, tout un bateau qui avance nécessairement plus lentement. Si on avance trop vite, ceux qui tombent à l'eau ne remonteront pas sur le bateau, et même ceux qui sont sur le bateau vont avoir l'impression que ça tangue. On est dans une mer incertaine, il faut l'accepter, et la vraie prudence, c'est d'avancer lentement sans paniquer. La panique des parents, dont vous avez parlé tout à l'heure, hein, les parents qui feraient des cours particuliers, elle existe parfois aussi dans les écoles. Je l'entends par rapport, par exemple, à ce CEB qu'on devrait débaptiser cette année. Hein. C'est simplement une évaluation en fin de cycle. Si ça s'appelle comme ça, c'est beaucoup mieux que CEB, qui met une tension chez les enfants, dans leur famille et chez les enseignants. Je vais vous prendre un petit exemple pour vous l'expliquer. Dans une commune où je suis très actif, à Pérouet, on met en place des espaces de concertation par des espaces de dialogue concerté au sein de chaque école pour que les enfants puissent remonter leurs avis par rapport à la société qu'ils souhaitent et par rapport à l'organisation d'un événement qu'on veut faire en août. C'est quelque chose qui a créé vraiment beaucoup d'engouement dans les écoles. Et dans une des rencontres que j'ai avec des enseignants, deux me disent « mais on n'a pas le temps de faire ça parce qu'il y a le CEB ». Et on sentait évidemment la tension chez l'enseignant, que je peux comprendre. C'est pour ça que la ministre a parlé de bienveillance, en disant « attention, on n'est pas dans quelque chose qui va être qualifiant ou disqualifiant, et on va revenir dans une appréciation qui est celle de l'enseignant, en considérant que l'ensemble du mouvement est ralenti. Ce n'est pas du tout un problème de ralentir un mouvement collectif et vous n'avez pas des sociétés qui se perdent parce que leur enseignement est suspendu même pendant quelques mois, voire quelques années. Ce n'est pas un problème, on remet tout ça en mouvement de manière suffisamment lente. Donc je pense que l'éducateur qui constate effectivement un excès de matière, un excès de travail, eh bien, il a affaire sans doute à un enseignant
anxieux par rapport à ce mécanisme qui fait que les matières semblent avancer moins vite que les autres années. Son rôle à lui, puisqu'il est éducateur, c'est de diminuer la tension chez l'élève et de permettre à chacun de garder raison par rapport à cette avancée des matières, se préoccuper de l'essentiel, c'est surtout ne pas oublier l'essentiel, qui est l'idée que chacun doit avoir le sentiment d'avancer dans son parcours d'apprentissage suivant un rythme qui est le sien et par rapport auquel il n'est pas bousculé. C'est ça le principe de l'enseignement, et le dégât, c'est uniquement, vous savez, un enfant qui échoue à l'école, c'est pas un enfant qui n'a pas su suivre le rythme, c'est un enfant qui a perdu le plaisir d'apprendre. Or, ce plaisir d'apprendre, il va se maintenir si on garde le rythme qui est celui que les élèves peuvent suivre. Donc, surcharger de matière est certainement un très mauvais signal. Et je pense que le rôle d'un éducateur est de le faire remarquer, au moins à l'élève, pour qu'il ait un soutien de proximité par rapport à ce qui est vécu effectivement comme une forme de dérive. Oui, merci pour cette réponse, Monsieur Mbeck. Je passe à la suivante, j'essaye d'avancer et d'en faire le plus possible. Ici, c'est une directrice d'école qui se retrouve avec des enfants, notamment du premier et deuxième secondaire, donc qui ont été en présentiel toute l'année, qui n'ont pu avoir aucune activité, aucun cours de sport, de théâtre, aucune fête, aucune sortie, etc. Elle trouve que les enfants sont du coup difficiles à gérer, plus difficiles à gérer, beaucoup d'agressivité, de disputes. Et en même temps, elle se demande comment est-ce qu'on peut réparer tout ça alors que le corps enseignant et la troupe d'enseignants est elle aussi épuisée par rapport à tout ça. Là, vous avez deux questions essentielles pour le moment. Ça veut dire qu'il faut se préoccuper du corps enseignant, mettre en place ce que j'essaye moi de diffuser, c'est-à-dire des dispositifs qui permettent de prévenir le harcèlement. On n'en a pas parlé ce soir, mais il faut savoir que cette année, j'ai pu le constater en première ligne, il atteint des dimensions hors normes, parce qu'il y a une détresse émotionnelle et un fond d'agressivité, que cette directrice vient d'ailleurs de relever. Donc il y a de l'agressivité sur un fond de morosité. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des espaces de parole régulés. C'est vraiment important qu'on puisse avoir des techniques qui permettent à chacun d'être protégé dans les émotions qu'il vit, de façon à ce que la vie de groupe ne génère pas une agressivité difficile à vivre par les uns et les autres. Et alors, la petite question que je poserais simplement à cette direction d'école, c'est pourquoi ne plus créer d'événements? C'est la première année que les fêtes de fin d'année, que les spectacles de fin d'année sont terriblement importants. On les a suspendus dans la majorité des écoles. Or, il est tout à fait possible de les organiser et puis de les montrer de manière virtuelle. Vous savez, j'ai été parent de petits-enfants. Je vous avoue qu'aller au Fancy Fair en fin d'année, j'y allais parce que je devais, j'étais poussé dans le dos, mais aller voir les enfants des autres, les miens, oui, mais les enfants des autres, faire des petites danses sur un podium, ça ne m'amusait pas plus que ça. Donc, cette année, je me dis, tiens, pour les parents, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ils vont avoir la possibilité de ne pas y aller et de ne regarder que leur enfant, parce qu'on va filmer le groupe classe, on va organiser ce spectacle, on va le mettre en scène de manière virtuelle et les parents pourront, depuis chez eux, regarder ce spectacle. Ce qui est important dans un spectacle de fin d'année, c'est que les enfants aient l'impression de participer à quelque chose dont de nouveau ils sont les héros. Donc c'est urgent de mettre en place les spectacles de fin d'année. C'est pour ça que je parle de redynamiser le théâtre, tous ces événements. Cette directrice a mis le doigt exactement sur ce qui est le vrai problème de l'école, lorsque on prétend, et c'est la question que vous avez posée tout à l'heure et laquelle je n'ai répondu finalement qu'à moitié, quand vous me dites c'est important le rôle social de l'école. Le rôle social de l'école, il est surtout joué au-delà ou en deçà des matières. On se souvient tous de ce qu'on a vécu à l'école comme événement. Même à l'époque, moi je suis beaucoup plus vieux que vous, on avait cinéma à l'école. Mais je peux vous dire encore maintenant, et ça fait des années, quels films on a vus. Pourtant, ce n'étaient pas des films extraordinaires. Mais j'ai un souvenir d'un événement collectif vécu dans un espace qui était un endroit d'apprentissage. Et donc, il a pris un tout autre sens. Donc, que les écoles fassent cette année, plus que jamais, des spectacles de fin d'année, qu'ils les filment, qu'ils mobilisent les enseignants pour se détendre en faisant, avec leur classe, ces spectacles-là. Et ça va soulager les parents qui ne seront pas obligés de passer leur dimanche après-midi dans l'école et qui pourront regarder tranquillement les 4 ou 5 minutes de spectacle de leur enfant et même se le passer plusieurs fois s'ils le souhaitent.
Tout à fait. Merci beaucoup pour cette chouette idée. J'espère que beaucoup d'écoles pourront reprendre ce que vous nous avez proposé là. En fait, tout est question d'imagination. Hein, voilà, mais vous utilisez le beau mot, de l'audace pédagogique. Vous savez, et j'en parlais avec un virologue, qui est le virologue que je préfère, hein, c'est Yves Kopiters, parce qu'il a toujours le souci de pouvoir à un moment donné dire voilà ce qu'il faut faire sur le plan sanitaire. Maintenant, c'est au pédagogue à réfléchir pour voir comment on peut l'adapter à ce qui doit se mettre en place dans l'école. J'ai eu une rencontre avec lui dans une école. Il disait, moi, je ne suis pas pédagogue, c'est vraiment là, allez-y, allez-y. Et quand vous regardez, par exemple, ces regroupements, ben, la notion d'îlot, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un virologue avec lequel j'avais l'occasion d'observer le rassemblement à la Beauvry et à Louvain-la-Neuve, et il me dit, mais ils sont en îlot, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème tant qu'ils restent comme ça. Évidemment, l'alcool va perturber les choses, et donc c'est important d'avoir cette audace et cette imagination. Mais que la société, pour le moment, a manqué d'imagination. Or, l'imagination, c'est ce qui va produire de l'exaltation. Et là, pour répondre à la directrice tout à l'heure, y compris dans son personnel, qu'il faut pouvoir débrider l'audace pédagogique. Le problème, c'est qu'on a gelé l'école. Moi, j'ai vu des cours de récréation désastreuses dans lesquels on a mis des petites lignes pour faire alors que des petites chèvres qu'on avait parquées à gauche, à droite, alors qu'il suffit de maintenir ces bulles en considérant qu'une bulle d'apprentissage, elle existe spontanément et qu'on appelle ça une classe. Et qu'on va simplement dire à des enfants tout petits, déjà, ils vont le comprendre, vous êtes la bulle bleue, vous avez un petit macaron bleu ou une vareuse bleue, vous êtes la bulle verte. Eh bien, en période rouge, on ne se mélange pas. Les bleus jouent avec les bleus, les verts jouent avec les verts et les jaunes jouent avec les jaunes. Quand la période est plus propice, eh bien, on fait des échanges à l'intérieur des groupes. C'était tout simple à mettre en place, mais ça a été très, très peu communiqué dans les écoles. Moi, j'ai essayé de le dire partout où je pouvais, sur les réseaux sociaux, partout. Vous savez, on prend tous les espaces qu'on nous donne, hein, donc forcément, et j'essayais de diffuser des petits trucs pour aider à vivre en utilisant quelque chose qui est quand même le sel de l'intelligence humaine, c'est-à-dire ce qui lui donne de la saveur, c'est l'imagination. Et on doit pouvoir débrider l'imagination dans les écoles, c'est vraiment indispensable. Oui. Alors, question suivante. Je constate que de nombreux ados ont perdu toute motivation et je me demande vraiment comment nous allons pouvoir trouver de quoi les remotiver, comment les remotiver. Vous en avez déjà touché un mot tout à l'heure. Mais vous avez des magnifiques questions, hein, parce que c'est facile d'y répondre parce qu'il suffit de changer un mot. Il ne faut pas les motiver, il faut les mobiliser. Motiver quelqu'un, c'est une façon simplement, la personne qui doit être motivée, c'est l'adulte qui veut faire avancer l'adolescent, qu'il soit enseignant ou qu'il soit parent. Mais on va devoir, pour le faire avancer, travailler sur ses centres d'intérêt. La concertation permet de nouveau de mobiliser. Quand vous demandez l'avis à un enfant, à un adolescent, il se sent mobilisé parce qu'il sent qu'il est digne d'intérêt, parce qu'on l'écoute. Regardez un peu le visage. C'est d'ailleurs le petit exercice que vous avez fait quand vous avez lancé le film sans qu'on entende les mots. Eh bien, on avait déjà compris qu'on avait affaire à quelqu'un qui était particulièrement mobilisé. Vous avez vu, et il suffit de prendre un micro, de prendre un enfant ou un adolescent au sérieux et il se mobilise. Si vous voulez le motiver, c'est vous qui devrez être motivé pour le faire avancer. Si vous voulez, quand vous voulez faire avancer un chien avec un sucre, celui qui est motivé, ce n'est pas le chien, hein, c'est celui qui fait avancer le chien. Mais on va travailler pour mobiliser le chien en travaillant sur ses centres d'intérêt. D'accord, merci pour votre réponse. Et je vais encore peut-être une ou deux questions grand maximum. Hein. Quelqu'un qui me dit que ressent beaucoup de colère chez certains de ses élèves envers l'école, envers le gouvernement, envers la situation. Comment est-ce qu'un enseignant peut accompagner comme ça au mieux ces élèves qui ressentent une colère, une injustice quelque part, hein? Alors, c'est très bien d'être en colère. C'est très, très bien. C'est ce qu'on appelle, vous savez, Victor Issel a écrit un superbe bouquin qui s'appelait « Indignez-vous ». La colère, c'est ce qui permet l'indignation. Et il a fait un succès littéraire énorme. Hein. Derrière ce premier livre, il en a écrit un deuxième juste après qui s'appelait « Engagez-vous ». Là, il a fait un bide absolu. Hein. Donc, les gens sont très prêts à s'indigner, mais ne sont pas toujours prêts à s'engager. Mais par rapport à la colère, la question n'est pas de savoir comment est-ce qu'on accompagne, mais pourquoi est-ce qu'on ne la laisse pas s'exprimer comme un indice de bonne santé. Accompagner la colère, c'est une façon simplement de la laisser s'exprimer et de lui donner sa légitimité.
ou de laisser exprimer. Parce que la colère a une fonction particulière. Il faut savoir que chez l'être humain, c'est l'émotion qui se manifeste quand on empêche une autre émotion. Si vous êtes triste, ou si vous avez peur et que je vous empêche d'avoir peur, par exemple, si l'une d'entre vous a peur des araignées et que je lui dis, prenez quand même une araignée en main parce que cette petite bête ne vous mangera pas. Vous allez vous mettre en colère parce que je nie votre peur et que de ce fait-là, comme la colère dans le cerveau humain, c'est l'émotion qui se situe la plus proche du cortex, dès qu'on supprime la possibilité d'accès à une émotion, c'est la colère qui se manifeste. Et donc vous avez énormément d'enfants ou d'adolescents qui manifestent de la colère à défaut de pouvoir parler des autres émotions. La tristesse, le dégoût, la peur, tout ça, ils doivent pouvoir en parler. C'est pour ça que les espaces de parole régulés ont vraiment beaucoup de sens pour le moment. Et le mot qui a été très bien utilisé d'accompagner la colère, c'est pas l'éteindre, c'est lui donner son sens. Ou bien c'est vraiment ce que tu ressens. Et alors, je vais te laisser le temps d'expliquer. J'étais dans une école avec des tout petits enfants de 7-8 ans qui avaient aussi cette colère. Et je leur demande, mais pourquoi vous êtes en colère? Et ils me disent, parce que les bulles. Je dis, pourquoi les bulles? Ben parce que les bulles, en classe, on ne peut pas jouer avec les autres, et dès qu'on est dehors, on peut jouer avec n'importe qui. Il est en train de nous expliquer ce qu'un ministre a dit d'ailleurs sur un plateau de télévision un jour, du haut de ses 6 ans, c'est-à-dire les bulles ne sont pas nécessairement une manière raisonnable de mettre en place les choses quand un enfant de 6 ans perçoit que ces bulles changent d'aspect dès qu'on sort ou qu'on se retrouve ailleurs. Ce qui est important, c'est de laisser s'exprimer cette colère tout en estimant éventuellement, bah, tu maintiendras quand même le respect des bulles en classe, mais c'est normal que tu sois en colère. Et la pire des choses serait de dire à cet enfant, tu n'as pas à être en colère. C'est comme ça, c'est pas autrement. Non, tu as le droit d'être en colère, on le comprend. On est tous un peu en colère. Et il ne faut pas me faire parler longtemps pour que j'exprime à un moment donné cette colère, je vais dire, qui ne porte pas même sur des personnes précises. Moi, je ne voudrais pas non plus devoir prendre des décisions politiques pour le moment, parce qu'on sait que cette colère se déversera très, très rapidement sur toute personne qui prend des décisions pour le moment. Et donc, elle existe chez les adultes comme chez les enfants. Pour l'accompagner, il faut d'abord accepter qu'elle est légitime dans son expression et qu'elle ne doit pas être gérée dans son intensité. C'est-à-dire, ne sois pas autant en colère, tu sais, etc. C'est la meilleure façon de mettre les gens terriblement en colère. Tu es en colère, explique-nous pourquoi. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu sois moins en colère? C'est le principe d'un espace de parole régulé. Et c'est comme ça que, pour reprendre le très joli mot qui a été donné dans la question, on accompagne une colère. Accompagner, c'est pas éteindre, c'est suivre le mouvement de façon à faire ce qui est le destin de toutes les émotions, produire un mouvement à l'intérieur du groupe au sein duquel l'émotion s'exprime. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Humbeek. Et je vais passer à la toute dernière question. Je vais essayer d'en résumer plusieurs qui ont tout attrait au même sujet. C'est le constat de plusieurs parents qui nous disent mes enfants sont en examen cette semaine, il y a des certificats, des épreuves certificatives, ils vivent ça pas bien. Et comment est-ce qu'en tant que parent, on peut aider le jeune, ou comment est-ce que la seule façon d'aider les jeunes, c'est de s'enlever à soi déjà la pression, en supprimant les mots. Vous avez parlé d'examen, de brevet certificatif ou d'épreuve. Les 3 mots qui font peur, parce qu'évidemment, ce qu'ils sous-entendent, c'est quelque chose qu'on va devoir subir. Non, on va faire des évaluations pour savoir où tu en es. On a besoin de savoir où tu en es pour pouvoir t'accompagner dans ton parcours scolaire au-delà de l'évaluation. Et surtout, et c'est ça qui est important pour les parents, ce qui est important cette année, plus que n'importe quelle année, c'est d'analyser les évaluations et d'analyser les erreurs que l'enfant va inévitablement y commettre, en lui donnant l'autorisation de se tromper. Mais on va analyser les erreurs, soit à l'école avec les enseignants, et le parent peut même le faire, parce qu'un enfant qui comprend ces erreurs, qui sait les identifier, vous savez, si vous regardez l'entreprise qui produit les meilleurs résultats au monde, l'entreprise la plus sûre, c'est l'aviation. Et il y a 2 éléments qui expliquent que l'aviation s'est développée de cette manière-là. Si vous regardez les pionniers de l'aviation, vous allez voir qu'ils se vautrent comme des idiots après quelques mètres, et personne ne leur donne beaucoup de chance d'aboutir à ce qu'ils ont réussi à réaliser, c'est-à-dire une entreprise qui limite au maximum le risque d'erreur. Et pour ça, ils ont 2 éléments.
D'abord, la ténacité. La ténacité, c'est-à-dire que c'est les pionniers de l'aviation, ils voulaient vraiment voler et ils ne lâchaient pas le morceau tant qu'on n'y est pas arrivé. C'est une ténacité dont on est tous capables de faire preuve, vous comme moi, comme tous ceux qui nous entendent, puisque je pense ne pas me tromper en supposant que nous savons tous marcher. Or, nous avons appris à marcher en tombant. Et je ne connais personne qui a dit « j'arrête parce que je tombe trop souvent ». Tout le monde a accepté l'idée qu'il fallait tomber. Donc cette ténacité, c'est lié parce que nos parents étaient convaincus qu'un jour on marcherait et nous-mêmes avions cette conviction intime. C'est ça qu'on doit avoir par rapport à tous les apprentissages. On va y arriver, on prendra le temps et vous avez peut-être marché, vous, à 1 an et demi, moi peut-être un peu plus tard, et on peut marcher à des âges différents, mais on va tous arriver à le faire. Et le deuxième élément qui explique que l'aviation a réussi aussi brillamment, c'est l'analyse systématique des erreurs ou des fautes. Vous avez une boîte noire. Tous les incidents, tous les accidents, on ne lâchera pas le morceau tant qu'on n'a pas compris pourquoi il y a eu ce dysfonctionnement. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'on doit faire avec les enfants, à l'école, avec les adolescents, faire en sorte qu'on utilise leur cerveau comme des boîtes noires. On va essayer de comprendre pourquoi tu te trompes, pourquoi tu fais des erreurs. On va t'autoriser à continuer à en faire, mais à te tromper mieux, parce que tu auras appris des erreurs que tu as réalisées. Et donc, si les parents peuvent dire simplement aux enseignants de le faire, les enseignants le font très très bien, ils le font mieux que les parents, parce qu'ils sont capables de le faire, parce qu'ils sont appris à le faire, on revoit l'évaluation ensemble et on vérifie où tu as commis les erreurs et tu vas m'expliquer pourquoi tu as commis cette erreur-là. Ce que tu n'as pas compris, on va se donner les moyens de te l'expliquer, éventuellement par un élève qui, lui, a donné la bonne réponse, qui donc comprend les choses. Dans les épreuves, vous voyez, je me trompe aussi, dans les évaluations certificatives, ça se fera dans l'année suivante en secondaire, qui comprend très bien qu'on est dans une année hors norme et que donc ce travail d'analyse de l'évaluation, il faudra se donner les moyens de le faire. Mais dans les autres années, eh bien, c'est simplement une question de communication d'un enseignant à son collègue, c'est-à-dire faire en sorte que chaque élève sache où il en est, mais sereinement, sans stress. Quand un élève qui échoue au sens mathématique du terme, c'est-à-dire qu'il y a 4 sur 10, mais qui comprend où il fait ses erreurs, c'est un enfant qui est sur le chemin de la réussite. Beaucoup plus qu'un qui aurait 8 sur 10 parce qu'il aurait répondu n'importe comment et que les 2 erreurs qu'il a commises, il n'est pas capable de les analyser. Et donc, c'est l'analyse des erreurs, la sérénité. Il faut surtout éviter qu'on évalue, comme on le fait trop souvent malheureusement, non pas les compétences de l'enfant, mais sa capacité de passer les examens. C'est notamment le cas avec le CEB, très souvent. Il y a tellement de stress, des parents stressés, des enfants stressés, des enseignants stressés eux-mêmes ou des écoles stressées, que finalement, ce qui est évalué en priorité, c'est la capacité que l'enfant a de gérer son stress pour passer l'évaluation. Et donc, il faut vraiment être serein. Personne ne rate s'il comprend où il commet des erreurs et s'il comprend les espaces sur lesquels il va falloir se mettre ensemble pour réinitialiser ton parcours scolaire en te permettant d'apprendre ce qui soit a été appris trop vite, soit a été mal appris, les compétences flottantes, soit n'a pas été appris du tout, les compétences inexistantes. Faites comme si vos enfants ont des armoires et on range dans les armoires. Une évaluation, ça ne sert qu'à ça. Ça ne sert pas à qualifier, ça sert à ranger dans l'armoire. Voilà. Je vous ai déjà repris la parole aussi. Je suis désolée, j'ai cru que je pouvais vous couper un peu plus tôt et puis vous avez continué à parler. Donc je m'en excuse encore une fois pour les nombreuses interruptions que j'ai été obligée de faire durant votre brillante conférence. Je pense qu'elle a répondu à énormément de questions et que ça permettra que ce soit aux parents qui nous écoutaient, mais aussi au secteur éducatif, comme je vais l'appeler, pour englober tous les professionnels qui nous écoutaient, d'y voir plus clair et de pouvoir avancer d'autant mieux. Je voulais simplement terminer, après vous avoir remercié évidemment, en mentionnant que pour les personnes qui le souhaiteraient, vous êtes joignable sur le site web de la clinique de la résilience. Oui, c'est bien ça, pour faire des rendez-vous individuels, puisqu'on sait que parfois les situations sont plus compliquées et elles nécessitent un accompagnement ou une prise en charge individuelle. Donc, n'hésitez pas à contacter M. Mbeg sur son site web, la clinique de la résilience. Voilà, je repasse la parole à ma collègue Christine pour clôturer cette soirée. Merci à vous, M. Mbeg. Merci à vous.
Oui, effectivement, un tout grand merci à vous, Monsieur Nbeck, et à Stéphanie pour ces échanges riches qui, je l'espère, vont nous permettre d'y voir plus clair et de faire face ensemble à la détresse de nos ados. Nous allons clôturer cette soirée, mais avant cela, je voudrais vous demander une toute petite participation en allant cliquer sur le formulaire d'évaluation que nous venons à l'instant d'envoyer dans le chat. C'est très rapide, anonyme et ça nous permet de nous améliorer. Un tout grand merci. Je vous rappelle que vous pouvez revisionner l'entièreté de cette soirée dès demain via le même lien. Et pour clôturer, je voudrais remercier chaleureusement M. Nbeck, qui est très occupé en cette période compliquée, pour son temps précieux et ses nombreux conseils, et aussi tous mes collègues qui ont fait de cet événement une réussite, car c'est un réel travail d'équipe. Vous remerciez également vous tous pour votre participation très nombreuse ce soir, et aussi les idées d'activités originales que vous avez partagées dans le chat. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver également d'autres conférences en ligne en consultant le site www.jepenseaussiamoi.be, dont notamment une des prochaines. Et si notre bien-être dépendait de notre assiette, qui est programmée le 20 mai prochain par nos collègues du Luxembourg. Quant à nous, nous nous retrouverons au deuxième semestre avec un nouveau programme disponible dès le mois de septembre. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et espère à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne soirée.